On enregistre. 1, 2. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui, ça va? Le son est bon. Eh bien donc, bienvenue à toutes et à tous. Mais c'est un peu fort là, non? Non? Non, pas fort. Okay. Même pas assez fort? Non, c'est bien. Ouais, mais c'est... Ferdi, tu peux juste monter l'ampli, juste un tout petit peu, l'ampli qui est derrière. Ouais. Donc, bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. Voilà, bon, j'imagine que il y a des habitués de nos rencontres, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une boutique de DVD, on existe depuis 15 ans. On est également éditeur de DVD. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est bon. Non, c'est trop fort. Mais en fait, pour le coup, c'est bien. Ouais, mais... Non, alors... Ouais. Voilà, là c'est très bien. Ouais. C'est mieux. Et donc... voilà, régulièrement, une fois par semaine, on accueille un réalisateur, un critique ou un écrivain. On profite de la sortie de DVD pour essayer d'avoir un moment d'échange autour d'un film. Et on est très heureux d'avoir avec nous ce soir Albert Serra, qui faisait partie des premiers invités. Tu étais venu pour la sortie d'Histoire de ma mort, si mon souvenir est bon. C'est ça, hein? C'est correct. Ouais, et cette partie de la boutique n'existait pas. Non, c'était plus petit. C'était plus petit, on était devant la télé là-bas, ouais. On était tous debout. Je ne sais pas si tu te rappelles, voilà. Oui, je me rappelle. Voilà. Et donc, on n'avait pas pu faire ça pour les films suivants, pour plein de raisons. Je suis très heureux de t'accueillir à la boutique. Moi aussi, parce que j'étais client de la boutique. Bah oui. J'étais ici. J'ai logé pendant plusieurs années dans un hôtel qui n'est pas loin d'ici. D'accord. Voilà, je venais souvent. Je suis content d'être ici aujourd'hui. On t'accueille aujourd'hui pour la sortie en DVD en Blu-ray de Pacifiction, ton dernier long métrage qui était à Cannes l'an dernier, qui a rencontré un vrai succès salle voilà. Combien d'entrées? Je ne sais pas, 60 000 peut-être. Non, c'est un film. Moi, nous, sincèrement, quand on fait les films ou quand on monte les films même, parce que là, il y a des moments qu'il y a des vraies décisions et on comprend, tu sais, on pourrait faire ça ou ça, ce chemin ou ce chemin, même avec des plans tout seul, et on comprend que ça donnerait plus d'entrée et tout ça. Et ça compte rien pour nous. Pour nous, je dis parce qu'on est trois monteurs, parce que pour faire vite, normalement j'ai monté tout seul, mais maintenant avec une énorme montagne de rouge, c'était 500 heures, c'est impossible de le faire tout seul. Moi, je regarde tout toute seule. Mais après, pour monter, les autres suivent mes notes. Mais on comprend tout de suite ce qui pourrait marcher mieux ou pas. Mais ça compte rien. Tu gardes ta liberté, ton intégrité de réalisateur? Oui, parce qu'on est guidé par une espèce de, de formalisme, non? De la forme du film qui va de soi et après, je ne sais pas. Mais on comprend qu'il y aurait des solutions qui seraient plus faciles. Un peu plus commerciales. Un peu plus pour le public. Mais ça compte rien en fait. Alors, on va pas parler tout de suite de Pacifiction, je fais un petit rappel quand même. Et j'avais raison d'une certaine façon, parce que j'ai fait ça, j'ai suivi ce chemin dans toute ma carrière, et ça marchait. Du point de vue, je veux dire, pour le financement, pour faire des films. Oui. Mais ça marche de façon petite, modeste, mais ça marche. Oui. Alors, pourquoi changer? Tes films ne perdent pas d'argent? Non. Bon, parce que là, c'est ça mon truc, c'est un peu méchant avec les Américains, mais je dis que le cinéma moderne, contemporain, c'est européen, parce qu'il y a de l'argent public. Alors sans ça, on serait mort. Moi, j'ai jamais vu un seul film américain depuis les années 80 qui soit intéressant. Mais moi, j'ai fait mes listes de mes films préférés des dernières années, tout ça. Il n'y a qu'un film américain. Bon, il y a Tarantino parfois, mais c'est pas génial ce qu'ils font dans l'Amérique parce que évidemment, il faut, tu sais, il y a de l'argent, il faut
oui, il faut rentabiliser. Oui, il faut. Non, tu as vu le type qui a gagné l'Oscar, Oui, qui a dit les derniers. Profits, il a dit, j'ai compris qu'il y a, on dit en anglais, non? There is no person more important than profits. Ah oui, il a dit ça, oui. Ça, c'est un acteur qui dit ça. Mhm. Et tout le monde applaudissait. Et après, sur Twitter, je ne sais pas, les gens ont commencé à dire bon, c'est intéressant ça, non? Peut-être, je sais pas, les personnes sont plus importantes que l'argent. Mais c'est surtout la logique qu'il y a derrière de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expérimenter parce que si les gens, les grands publics, ne vont pas, vont pas suivre quelque chose qui est un peu expérimental, qui est un peu, non, qui est un peu de l'audace, ils ne vont pas suivre tout de suite, c'est évident. C'est dans longtemps, non? Oui, voilà, il y a une époque où on regardait les sélections de Cannes et on voyait toute la qualité. Ben, il y avait des grands, je sais pas, il y avait des Fellini, des Fassbinder, des Godard, et qu'il y avait quand même, peut-être pas un grand public, mais une large partie du public qui parce allait qu'il n'y voir avait ce pas film-là. des autres alternatives. Oui, aujourd'hui, il y a plein d'alternatives. Et un petit peu, Pacifiction essaye de trouver quelle est la spécificité cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les images cinéma, si est-ce qu'on peut faire quelque chose, si est-ce que ça vraiment existe, et essayer de développer ça d'une façon aussi assez modeste. Mais Je rebondis à sur ce que tu dis par rapport aux Oscars et le fait d'avoir été à Cannes en sélection officielle, c'est la première fois pour toi. Je t'observais aussi au César, parce que tu étais au César, juste derrière David Fincher. Et, voilà. Les prix, c'est important pour toi ou tu aurais aimé avoir, je sais pas, tu es allé au César en tremblant, les prix sont importants pour deux raisons. D'abord, c'est un peu méchant aussi, mais pour empêcher les autres de l'avoir, surtout des gens qui ne sont pas très bien, c'est moi qui l'ai, moi les prix c'est sérieux. Non, il a un représentant. Oui, je suis d'accord avec toi. Si on empêche quelqu'un d'autre, je ne dirais pas les noms, mais bon. Mais, prenons sans filtre, par exemple. Non. Mais c'est-à-dire. Il y avait un ami à moi qui dit j'ai empêché quelqu'un d'avoir de l'argent, quelqu'un qui était bon, en Espagne, j'ai empêché que quelqu'un ait de l'argent pour faire un film. J'ai dit c'est très bien fait. Bon. Non, mais le principe du prix, de la reconnaissance. Non, mais ça c'est important de ce côté, d'empêcher les autres de les avoir, parce que c'est quelque chose de public. Et les gouvernements, l'État, les grands publics, c'est-à-dire l'opinion publique, il a une mauvaise idée de ce qu'est le cinéma d'auteur. Et avec ça, je pense que si je veux le prix, ce n'est pas pour moi, c'est pour représenter un cinéma qui est plus. C'est moi, il y a des autres, ils font des styles différents, etc. Qui est sérieux quand même, qui a un compromis avec la forme. Alors, ça c'est important. Et le deuxième, c'est pour le financement. Si le monde est fait comme ça, et si le monde y croit, moi j'y crois pas. Mais comme le monde y croit, il faut s'adapter, et moi je m'adapte. Mais quand tu vois ton acteur et ton chef-op qui ont des Césars, c'est dans cette même perspective ou ça te fait plaisir pour le travail qui est moi j'étais contemporain parce que eux, ils y croient. Moi non. Mais et surtout Benoît, il y croit. C'était très important pour lui. C'est quelque chose de touchant, même touchant du point de vue humain. Parce que pour lui, bon, moi je les connais, quand les Oscars, c'est pas important. Il a grandi dans sa tête, c'est les Césars. C'est comme un petit enfant. C'est les Césars, c'est les Césars, les Césars, les Césars. Et moi j'étais content qu'il a gagné, en plus parce que c'est un film pas assez à comparer à les autres qu'il y avait là, un peu plus difficile. Et lui il était hyper content, et moi j'étais ému pour lui. Quand tu as devant toi David Fincher ou Brad Pitt qui prennent la parole, c'est quoi c'est des gens que tu respectes ou c'est quelqu'un comme Brad Pitt, tu dis tiens, j'aimerais faire un film ou j'aimerais qu'il ait envie de tourner dans un de mes films ou c'est très, je sais pas, vous faites partie de la même famille ou comment tu appréhendes ça toi C'est difficile, il faut parler de chaque personne, tu sais. Moi, là, il y en avait un qui était devant toi et un qui était sur scène à un moment. Moi, je ne rejette rien, tu sais, j'aime la spontanéité de vraiment connaître les gens, être spontané, même si ce sont des Américains qui apparemment, tu sais, c'est pas mon monde, c'est pas mon truc, mais en même temps, moi j'aime l'Amérique pour plusieurs raisons. Mais
je sais pas, il faut voir les personnes, il faut les connaître, il faut les écouter, il faut voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. C'est difficile à dire. Par exemple... tu les connais à travers leurs films, déjà. Un peu. Mais David Fincher, par exemple, il avait demandé à les gens du César de voir les films qui sont sélectionnés pour meilleurs films. Et ils avaient tout vu. Alors, il m'a parlé de mon film. C'est déjà quelque chose quand même. Et moi, bon, comme ça fait le film Zodiac, moi j'aime. Tu sais, c'est un film que je respecte quand même. Les autres, c'est pas mon truc, mais Zodiac, c'était pas mal. C'était quelque chose. Et c'est-à-dire que le type, lui, il est sérieux. Il a demandé de voir tous les films, il les a vus, mais comme il faisait des commentaires sur mon propre film, très concrets, tu sais. Ça, c'est, je sais pas. Oui, c'est quelque chose que tu apprécies et que tu. Oui, c'est naturel. Bon, oui, c'est comme ça. Pacifiction, j'ai l'impression qu'avec ce film, énormément de spectateurs t'ont découvert aussi. Il y a eu, je trouve, il y a un public qui s'est quand même élargi. Moi, je le vois aussi au niveau de la boutique, c'est-à-dire des gens qui achètent tes films précédents, qui te découvrent. Ben, toi, tu as un regard, à partir de Pacifiction jusqu'à Honor des Cavalieras, tu vois un parcours où le fait d'avoir une sorte de succès critique, une sorte d'unanimité comme ça, ça te... Comment tu le vis toi, ou tu as du recul par rapport à ça? Oui, parce que moi, tous les gens que j'ai admirés, par exemple, maintenant je vais produire un film de las Diaz. Non, j'ai trouvé de l'argent pour le produire en film. Réalisateur philippin, et lui, il a connu le succès assez... Tu sais, il était âgé déjà. Il avait déjà 45 ans, 50. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et moi, j'étais dans la littérature. J'étais obsédé pour lire les écrivains et tout ça. Mais le succès, c'est quelque chose qui n'est pas si important. C'est l'histoire qui va juger, c'est après. Évidemment, non, tous on a besoin des moyens pour vivre. Mais à part de ça, moi, j'ai vécu très modestement. Tout est relatif. Non, je ne sais pas. Je ne compte pas. Moi, mon film préféré de tout ce que j'ai fait, on pourrait dire comme ça, c'est Histoire de ma mort. Et c'est le film qui a été plus détesté, qui a eu moins de succès, parce qu'il y a des choses, je ne sais pas. Mais je suis certain que dans le futur, il va être beaucoup plus apprécié. C'est la vie. Si on revient à Pacifiction, j'ai pas énuméré ta filmographie, je le fais quand même au niveau des longs métrages, pour les gens qui ne connaîtraient pas. Moi, je t'ai découvert comme beaucoup avec Honor des Cavalieras, qui était une adaptation libre de Don Quichotte. Donc 2006, 2008, Le Chant des Oiseaux, qui était aussi une adaptation d'un poème, je crois, non, d'une chanson C'était parti d'une chanson, mais en même temps c'était la Bible, non? Les Rois Mages. Donc les Rois Mages, c'est des films que je conseille bien évidemment. 2013, Histoire de ma mort, qui parlait de Casanova et de Dracula. Il y avait deux volets dans le film. Et en 2016, La mort de Louis XIV avec Jean-Pierre Léaud, qui filmait l'agonie. Alors c'était un de tes premiers films d'intérieur, j'ai l'impression aussi, presque de studio. Oui, c'était tout dans les mêmes lieux. Mais c'était touchant de travailler avec Jean-Pierre, parce que moi j'étais déjà comme lui, et c'est pour ça peut-être que lui m'a choisi, ou moi je l'ai choisi à lui, mais l'intégrité, le concept d'intégrité, c'est lui, il incarne ça. Et c'était très touchant pour moi être avec lui, avec sa femme et tous ces mots-là. Et il était là, les César, il était derrière moi. Eux, ils n'ont pas fait mention. Je n'ai pas compris pourquoi il était invité. J'imagine que pour Godard. Mais quand même, le présentateur, quelqu'un doit dire à moi, lui, il est invité là. Personne, il n'y avait même pas un seul plan. Non, mais s'il y a eu un plan. Oui, mais il faut quelqu'un qui dit quelque chose quand même. Lui, il est invité là, tu sais, il faut quand même. Ils ont dit plein de bêtises sur n'importe quoi. Quand même, si lui il est assis là, il faut dire un mot, je ne sais pas, même si c'est un blague ou si c'est n'importe quoi, mais il faut. Mais, c'est de la politesse quand même. Toi, Albert, non, parce que lui,
Tu sais, il va là, il fait un effort. Et pour entendre des choses absurdes, des films absurdes. Puis c'est une cérémonie qui est longue et un peu ennuyeuse aussi. Non, mais il faut faire une mention quand même. Moi, je pense. Oui, oui, ben Mais moi, j'étais étonné qu'il était là et personne n'a. Tu prêches un convaincu, hein, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais ça ne coûte rien, et normalement, les Français sont très polis. Je n'ai pas compris pourquoi exactement. Il n'y avait pas une mention simple, un petit commentaire. Moi, j'ai pas compris beaucoup de choses. Alors, non, mais tout ça pour dire. Alors, liberté, évidemment. Non, mais lui, Jean-Pierre, il est hyper touchant. Et ça représente l'histoire du cinéma français, évidemment. Mais c'est surtout. Lui, par exemple, il me disait. Pas une des choses, mais. Il dit j'ai fait que des films avec des réalisateurs intellectuels. C'est-à-dire, ils ont proposé maintes fois de faire des films commerciaux, jouer un petit rôle avec, tu sais, avec l'argent et tout ça. Il a toujours dit non. Toujours. Et ça, il vient de cette ligne qui vient du, je sais pas, de laïsme, du surréaliste, de gens qui disent non, 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 non. Est-ce que tu as vu les essais qu'il avait fait pour Truffaut pour les 400 coups? Il y a des essais qui ont été filmés, il faut que tu regardes ça sur YouTube et tout ça. On le voit, c'est incroyable. Déjà, tout est là, quoi. C'est déjà. Et en plus, il est très cultivé, très intelligent, il a des bons goûts. Je sais pas. C'est comme des jeunes. J'ai croisé certaines personnes comme ça. C'était le fin de semaine, on a enregistré un disque avec Ingrid Kaven. C'est que j'ai fait un pièce de théâtre avec elle et tout ça. C'est des gens qui ont des critères quand même. Il faut faire attention. Il dit toujours des choses intéressantes. Parce que c'est tellement tout ce qu'ils ont connu du point de vue esthétique, hein, c'est pas du point de vue mondain. Mais c'est tellement vaste, tellement. Non, qu'il faut écouter. Ils ont des intuitions intéressantes, comme Jean-Pierre aussi. Bon, c'est notre monde. Je faisais un petit ce rappel, je ne sais pas parler de liberté évidemment, mais le film... Liberté, il faut parler de ça, c'est très important avec les politiquement corrects aujourd'hui. Non mais attends, laisse-moi tirer mon fil sur les mythomanes, les mégalomanes, et quand on va de Don Quichotte, on passe par Jean-Pierre Léaud, il y a quand même une attirance de ta part, et qu'on arrive à Benoît Magimel et au commissaire de Roller. On arrive à des figures comme ça, très charismatiques, qui tutoient un peu la folie, la démesure. Il y a quand même toujours quelque chose qui t'intéresse à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est c'est un ingrédient qui te... Le théâtre, il y a un côté d'idéalisme. Des figures qui représentent le Quichotte, évidemment, mais c'était le premier film que j'ai fait, c'était sur cette figure. Et les autres aussi, il y a un côté idéaliste de travailler avec des jeunes ou de traiter des sujets qui peuvent nous interpeller d'une façon positive. En même temps, moi j'aime les côtés sombres, les côtés... Oui, les deux versants. Les côtés douteux, parce que moi je pense que ce côté positif, c'est il faut lutter beaucoup pour y arriver, pour l'avoir. Alors, il y a beaucoup de faux personnes, des faux candidats à y arriver. Alors, j'aime les deux côtés. Tu sais, un côté un peu enfantin, pas enfantin, mais c'est-à-dire simple, d'avoir... une sorte de naïveté. Oui, de naïveté, innocence. Innocence, moi j'aime ces mots-là. Mais après, il faut être malin pour imposer l'innocence. C'est ça la clé de tout mon travail et de tout mon comme réalisateur, c'est être hyper malin pour imposer l'innocence à n'importe quel prix. Et ça c'est paradoxal. C'est comme le libertinage. Tu vois, dans la liberté, que je voulais parler parce que j'adore, c'est des gens qui veulent imposer le libertinage. C'est déjà un paradoxe, parce que tu penses que le libertinage, ça devait être quelque chose comme dire qu'on y va parce qu'on aime, parce que, tu sais, on est heureux, on y trouve des plaisirs. Mais l'imposer comme programme politique, mais parfois, si c'est pas imposé, ça marche pas, ça va jamais arriver, c'est comme à l'école. Si tu te dis, il faut lire, il faut, je sais pas, écrire, tu n'y arriveras jamais. Tu dis, alors là, il y a un petit paradoxe
du point de vue humain. Hein. J'ai dit dans la fabrication de mes propres films, où on ceinture, tous les gens qui sont autour de moi sont des gens hyper sympas, même les acteurs, même Benoît Magimel, personnes super sympas. Mais c'est pas pour imposer cette innocence, il faut faire quelque chose qui n'est pas agréable parfois. Mais j'ai pas trouvé un autre moyen de le faire. Si je pouvais le faire dans le côté ludique permanent, dans absolu, dans tous les... je le ferais. Mais, et pour mettre de l'intensité dans les images, ça doit être un peu tendu. Maintenant, je tourne un film sur la corrida. Corrida espagnole, tu veux Torero. Des amis. Oh, oui, c'est un documentaire comme ça. C'est pas important pour moi parce que j'aime pas les documentaires, mais quand même. Et là, je vois ça. Si c'était pas des vrais taureaux, s'il n'y avait pas le danger de la mort, l'attitude, quand on va dans une arena qui c'est de deuxième catégorie, où les taureaux sont moins dangereux, ou quand on va dans une arena de première catégorie, les taureaux sont... L'attitude c'est différent des toreros. Il y a quelque chose qui, je sais pas, c'est imprimé dans son visage, c'est pas la même histoire. Alors, pour les films, je pense que c'est un peu la même chose. S'il y a de la tension, ça va arriver à, je sais pas, avoir une énergie tendue. Moi, je ne crois pas au système collaboratif de faire un film où tout le monde est à l'aise, et tout le monde est sympa et tout ça. Non. Non, moi, j'y crois pas. Non, sincèrement, je pense que le film sera pire du point de vue esthétique. Et si quelqu'un vient, et moi-même, je peux arriver à avoir des... Non, je peux trouver des solutions. Et j'essaye. Évidemment, je ne vais pas traiter Jean-Pierre Léon, surtout parce qu'il est âgé. Ce n'est pas parce qu'il est un acteur connu, ou je ne sais pas, une mythe du cinéma français. Moi, je m'en fous de ça. Mais surtout parce que c'était un personnage âgé, je ne vais pas le traiter de la même façon que je traite un ami à moi qui est acteur aussi à côté de moi. Que Louis Serra, par exemple. Par exemple. Ça, c'est évident. Mais tu ne peux pas commencer à... Parce que sinon, les images n'ont pas de l'énergie. Je pense. Mais quelqu'un peut me démontrer... Et j'ai pas... Peut-être, il y a une possibilité, le cinéma américain l'a fait souvent, tu sais, de falsifier toute forme d'émotion. Et ils l'ont fait très bien. Et peut-être ça marche, ça. Mais aujourd'hui, avec le cinéma contemporain, on est entouré des images, tellement entouré des images partout. Et c'est plus difficile. Dans les années 40, 50, ok, voir un film de Douglas Sirk, je ne sais pas, n'importe qui, on y croyait parce que la société y croyait, il n'y avait pas des autres images et tout ça. Mais aujourd'hui, alors, il faut être un peu plus malin pour avoir les mêmes genres d'innocents que la société des années 40-50. Comme réalisateur, il faut être plus malin pour la garder, pour la faire apparaître d'une certaine façon. Non, mais c'est bon. Là, c'est que tu prends toutes mes questions dans le désordre. Non, mais c'est intéressant parce que je fais une micro-parenthèse. Je regardais le documentaire d'Arnaud Despalières, Poussière d'Amérique, où il avait retrouvé dans un fond qui était rendu public des images, des premières images familiales et tout ça. Ouais. Et il y avait cette grâce, même des images de famille, de gens qui se filmaient entre eux et tout ça. Et il y avait quelque chose parce qu'il n'y avait pas cette conscience-là les images n'étaient pas partout. Et ça donnait quelque chose, c'est pas seulement la pellicule, le Super 16 et tout ça. C'est le livre de Roland Barthes sur la photographie. Tu sais, pas non, alors c'est pas qui parle de ça, oui. Mais ça ne m'étonne absolument pas, parce qu'on vit dans une époque qui est différente et qui est saturée d'images. Deuxième chose, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur cette tension et par exemple cette fameuse scène de la vague. On sent que pour ceux qui ont vu le film, mais on sent le danger, on sent la tension. Moi, ça m'a fait penser évidemment à Herzog, ça m'a fait penser à Fitzcarraldo, à ces films-là, même si ce ne sont peut-être pas tes inspirations. Mais le fait de mettre du danger dans ton film, jusqu'où tu vas dans ton film pour avoir des images, quelque part. Voilà, j'essaie de formuler le mieux que je peux. Mais dans la réalité, c'est fait d'une façon plus spontanée, tout ça. On était là, on avait levé les bateaux.
par hasard, on savait qu'il y aurait des grands vagues ce jour-là. Tu es d'accord avec moi? On sent qu'il y a quand même un risque. Après, j'ai compris qu'il n'y avait pas de risque. Pour nous, il y avait un peu de risque. Mais après, pour les conducteurs du bateau, ils ont dit qu'ils sont habitués à tout ça, et ça, c'est pas grave. Pour eux. Si il y a, parce qu'il y avait les confinements, alors, parce que là, il y avait très peu de bateaux. S'il y a plus de bateaux, ça peut être plus dangereux, parce que les gens qui vont monter sur la vague, ils n'y arrivent pas à s'en sortir, parce qu'il y a trop de bateaux, alors il peut y avoir comme une espèce de bouchon. Non, et après, c'est dangereux, il y a pas mal de bateaux qui sont tombés, il y avait des catastrophes. Il y a les récifs de corail qui sont quand même pas loin, tout ça. C'est ça, voilà. Il a tué des gens, des surfeurs. Voilà, tout ça. Donc. Mais ces jours-là, il y avait si peu de bateaux, parce que c'était, même si là, dans l'image, on voit qu'il y a plein de bateaux, mais comparé à des autres moments, il y avait moins. Et pour eux, c'était pas risqué, mais nous, on ne savait pas. Et comme caméra, moi, j'étais dans les bateaux, je sais pas. Mais non, mais on va tourner, nous, moi, je m'en fous. Non, mais la sécurité, tout ça, c'est pas mon truc non plus. Non, mais ma question était plus large que ça, c'est-à-dire à quel prix, jusqu'à quel point, même dans une direction d'acteur. La morte. La morte, oui. Je réponds à ta question. La morte. D'accord. Non, mais jusqu'à quel point t'es prêt à aller, toi? La morte. Oui. D'accord, ok. C'est bien ce qui me semblait. Non, évidemment, mais il faut. Si tu es corps vivant, c'est la passion que tu as pour les choses que tu fais. Oui, non, mais il y a les gens de ton équipe qui te suivent, les comédiens. Si moi je suis là, les autres, c'est pas moi qui les oblige d'être là. Écoute, on est tous dans le même bateau. Mais oui, dans cette scène. Oui, mais métaphoriquement, mais réel. Je sais pas, c'est des amis, c'est des jeunes qui sont là, ils sont même plus courageux que moi. D'accord. Écoute, c'est pas. Parce que vous avez aussi l'idée de que c'est un film professionnel. Et moi, j'ai la chance dans ma vie de travailler avec des gens qui sont des amis, plus ou moins. Ou qui sont devenus, ou qui sont plus ou moins dans une, comment dire, psychologiquement et même du point de vue spirituel, avec une attitude similaire. Alors, j'ai jamais un problème dans ma vie. C'est ça qui m'étonne parce que dans les films, parfois, il y a par exemple, ça, ce qui est arrivé aujourd'hui, une actrice ou quelqu'un qui se plaint, dit ils m'ont fait je ne sais pas quoi. Non, ça est arrivé, non? Ouais, on a vu dans la presse aujourd'hui. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas sérieux. Tu sais, c'est qui ces jeunes-là? Ça, si c'est dans un contexte professionnel, tu dis, je vais apprendre ce directeur de la photographie, et cette actrice, et cette autre, je ne sais pas, des gens qui ne te connaissent pas, simplement pour des raisons professionnelles. Alors, ça peut arriver, oui. Il y a des gens qui vont faire le tournage, qui ne sont pas des amis à toi, qui ne sont pas des proches à toi, et qu'après, vont, je ne sais pas, mais si tu, je sais pas, si tu travailles avec des amis, ça ne va jamais arriver. Oui. Non, et ça c'est important. Tu sais, imagine, moi je suis dans un resto, non? Et il y a quelqu'un qui verse la verre de vin sur moi, non, les garçons, non? Et moi, je suis un peu irrité quand même. Non? Si la chemise blanche, il fallait la. C'est pas, non? C'est un peu irritant quand même. Mais imagine que je viens chez toi. Non? Et tu m'invites à dîner chez toi, on est des amis. Et toi, tu fais la même chose. Et après, si tu veux, par hasard, non, avoir une erreur, moi je me sentirais mal pour toi, pas pour moi. Moi je me fous de ma chemise, de tout ça. Mais je me sentirais mal parce que si tu te sens mal pour avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, c'est la différence entre travailler avec des amis ou être dans un resto. Aller dîner chez une amie ou aller dans un resto, oui, si les garçons. J'aime pas ça. Si me verre les vins rouges ici, j'aime pas. Je serai irrité, peut-être je vais demander qu'il me paye la. Mais si je suis chez toi, non, au contraire, je serai inquiète pour toi, pas pour moi. Moi, je m'en fous de la chemise, je vais la jeter, il va acheter une autre. Non, mais ils comprennent. Et ça, c'est pour moi, ça c'est la différence entre faire des films
Ou et aussi des gens qui sont obsédés pour le côté formel. Hein, qui sont obsédés pour le côté formel. Alors là, je sais pas, c'est naturel. Je ne trouve pas, j'ai jamais eu de problème. Et j'ai fait Liberté. Hein. Et il y avait des scènes sexuelles, tout ça, avec des gens que je ne connaissais pas, mais quand même, je sentais que c'était des gens sympas. Et il y avait quelque chose. C'est pas moi qui. On n'a jamais. Moi, j'ai, par exemple, sur Liberté, on n'a jamais dit faire ça, faire ça, faire ça. Non. Au contraire, j'ai poussé d'une façon négative et un peu sombre, mais jamais dans la communication. On n'a jamais parlé de faire ça. Non. Les gens se sentent en... Oui, mais ce qu'il y a, c'est que là, tu nous parles de ta méthode de travail, en fait, des personnes avec qui tu travailles, et la façon dont tu rencontres les gens, là, quand tu nous parlais de Fincher, ou de, je sais pas, et la façon dont tu as rencontré Benoît Magimel également, où j'imagine, tu as quelque chose qui t'a plu, et ça a été du domaine de la rencontre, et donc, même si c'était un animal... qui était peut-être pas facile à apprivoiser, il est rentré volontiers dans ton univers, il s'y a senti, j'ai l'impression. Ça a pris un peu de temps, mais lui, il est plus je le connais, plus je l'aime. Il est, tu sais, alors c'était mon intuition que j'étais bon là bonne. Parce que du point de vue humain, il est assez touchant. Il y a des autres problèmes. Mais non, c'est parfait. Bah, si on revient juste, après je ferai passer le micro, ne vous inquiétez pas, hein, mais on se donne du temps, t'es limité dans le temps là ou pas? Quoi? Tu es limité dans le temps? Non, c'est bon. Non mais je repars au début à la genèse quand même de Pacifiction, parce que tu tombes sur les mémoires de la femme de Brando, c'est pour ça, quand on parlait de personnes charismatiques, et je crois que dans la lignée, il y a la personnalité Brando. Moi j'adore. Voilà. Mais bon, parce qu'il détestait le cinéma. Il trouvait le cinéma horrible, et moi j'ai lu beaucoup de livres sur lui. Je sais pas, 3 ou 4. Personnalité complexe, on est d'accord. Personnalité complexe, en même temps très cultivée, ce que les gens ne connaissent pas, et très. Tu sais, il comprenait les enjeux du monde. Évidemment, peut-être il avait de l'argent et tout ça, et ça l'a. Mais quand même. À la fin, il a fini quand même sur une île, pas loin de Tahiti, à gérer son hôtel. Moi, j'ai connu des descendants là. Il y avait là des descendants. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et, pas dire, lui, il était génial, les autres. Un peu moins. La famille, c'est pour ça que moi, je n'ai pas de famille. La famille, tu dois choisir la famille artistique. Ça, c'est vraiment le choix. Le reste, oui. Ça t'arrive, mais... C'est la famille. Oui, c'est la famille. Alors, donc c'était les souvenirs de... Mais lui, moi j'aime bien. Et sa femme, toute sa vie. C'est un personnage très mystérieux. Parce que, vraiment, on n'arrive jamais au fond du personnage, de Brando. Moi, j'ai lu beaucoup de livres. Après, il a rien en liaison avec Richard Pryor. Lui, il n'a pas l'air d'être gay. Mais peut-être. Richard Pryor, Richard Pryor cocaïnomane, lui qui ne prenait pas de la drogue, ça ne marche pas très bien ça. Est-ce que ça c'est possible ou pas? Et tu lis, et dit, ah c'est possible. Avec sa femme, cette femme tahitienne, elle a des enfants. Hein? Et tu comprends, c'est un personnage assez vraiment. Il a fait un film, le seul film qu'il a dirigé. En espagnol, le titre, c'était El rostro impénétrable, le visage impénétrable. La vengeance aux deux visages. C'est pas bien traduit. Je sais pas. Mais le titre original anglais, c'est Eyes, je sais pas, Eyes. Oui. Mais. C'est One Eye Jack. Quelque chose comme ça. Et alors tu dis. C'est un type, il représente ça. Et moi j'étais toujours fasciné pour lui. Il détestait le cinéma, il détestait tout ce qu'il représentait. Un peu comme moi, d'une certaine façon. Moi j'aime parce que maintenant je pense qu'il y a des enjeux formels intéressants à cause du numérique. Et c'est le seul intérêt que j'ai. Si j'avais de l'argent, si j'étais d'une famille riche et tout ça, je n'allais jamais fait de cinéma ou tout ça. Il faut complètement. Mais même maintenant, si j'étais déjà riche, je pense qu'il y a des enjeux là, avec le numérique.
Et je pense qu'il y a des choses à découvrir. Précise. Non, les spécificités des images cinéma. C'est quoi tu sais, trouver avec les montages, avec l'ordinateur numérique, tout ça, on peut avoir tous les rouges, 500 Hz, même plus de rouges, tout ça, les combinations, voir comme les images se relationnent les unes avec les autres. Moi, j'ai créé les films comme ça. Aussi avec la direction d'acteurs, qui est très intéressant aujourd'hui parce que c'est long, mais mon idée avec les 3 caméras, j'ai toujours tourné avec 3 caméras. Alors, il faut préciser. Non, mais cette idée, c'est très intéressant parce que ça s'arrive. Tout le monde ne connaît pas ta technique de tournage. C'est pour ça que je t'arrête un petit peu. Oui. C'est-à-dire que, Albert, tu filmes un même plan avec 3 caméras orientées dans des directions différentes. J'ai commencé à faire du cinéma. Même au nord, toujours, qui tournent en même temps. Et il n'y a pas d'action, il n'y a pas de coupé, il y a et une direction d'acteur qui est quand même proche de l'improvisation pour certains comédiens, ou il y a des directives, ça dépend. Moi, j'aime pas les mots improvisation, moi je préfère performance. C'est comme une performance, ça se passe qu'un seul jour, un seul moment, et après disparaissent. Tu ne regardes pas le combo. Non, j'ai pas de combo, j'ai jamais regardé des rushes de mes films avant de finir le tournage. D'accord. Tu ne regardes pas tes rushs avant? Jamais dans ma vie. Tu fais confiance à la... Oui. C'est la vie. Après, tu te retrouves avec... Tu fais confiance à ta femme ou à ton... tu ne vas pas les surveiller tout le temps, non? Écoute, en limite... Oui, mais il y a des mauvaises surprises. Pas avec moi, comme tu choisis les bonnes personnes. Tu n'as pas choisi les bonnes personnes, peut-être. Vous n'avez pas choisi. Mais l'idée de les 3 caméras, c'est intéressant parce que normalement, dans le cinéma en général, c'est quelque chose que j'ai découvert, les caméras sont là pour capter quelque chose que l'acteur va offrir, va montrer, non, va donner à la caméra. Et moi, toute mon obsession, un peu malin, et tout ça, c'est le côté pervers de mon système, même si c'est basé sur l'innocence, mais ça passe par des chemins de oui, ça passe pour des chemins un peu pervers. C'est l'idée qu'il faut capter ce que les acteurs sont en train de cacher. Moi, je suis intéressé. Tu n'aimes pas un acteur qui prépare, tu lui dis pas la scène qui va. Ils n'ont jamais lu le scénario, c'était que Jean-Pierre Léo qui avait lu le scénario, c'était le seul, et pour des raisons un peu de production, l'agent, tout ça, voulait le scénario à tout prix. Mais aucun d'autre. Alors, même Benoît, il n'avait pas lu le scénario, il l'avait, parce que c'est l'agent, tout ça, mais il me demandait des choses et moi j'avais compris qu'il n'avait pas lu. Moi je l'avais dit que ce n'était pas nécessaire. Alors, il avait comme fouilleté comme ça, très superficiellement, je pense. Mais l'idée les caméras captent des choses que l'acteur cache, veut cacher ou cache. Et ça c'est nouveau. Et c'est qu'avec le numérique qu'on peut faire ça. Parce que tu ne vas jamais faire ça avec la technique traditionnelle, parce que c'est... c'est lourd, il faut avoir le point, la lumière. C'est un magasin de 3 minutes, ou 5 minutes, ou 8 minutes, ou peut-être 12 minutes avec Super 16, mais bon, c'est pas les... Oui, c'est à gérer, c'est pas... Ouais, c'est pas facile à gérer, c'est impossible, c'est absurde, c'est stupide. Mais là, non, avec le numérique, tu peux vraiment aller au fond avec cette idée. Et moi, je pense que je suis l'une des seules, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui travaillent un peu dans cette direction. Dans les documentaires, c'est plus habituel. Mais insuffler cette perspective du documentaire, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que les gens veulent cacher. Mais même dans les documentaires, à cause du politiquement correct, ce n'est pas habituel aujourd'hui. Parce que les gens sont en train de faire un documentaire avec l'idée déjà de qu'est-ce qu'ils vont trouver. Alors, ça ne sert à rien si tu as déjà l'idéologie que tu dois imprimer à les images, pourquoi tu veux voir que la personne va cacher? Ou en tout cas, tu vas aller toujours là, avec des gens qui tu penses déjà qu'ils sont méchants, pour qu'ils vont te montrer, non, c'est sa méchanceté. Alors, pour moi, c'est tout le contraire. Moi, je me fous complètement de tout ça, et c'est pour ça qu'on est dans la fiction. Parce que... Plus on avance dans ton film, plus on va vers de la complexité. Dans la complexité, comme c'est dans la fiction, je suis autorisé, on pourrait dire ça, j'ai l'autorisation pour tout faire. Mais pourquoi tu prends des comédiens professionnels alors, s'ils te gênent tant que ça, si c'est pour les... Tu vois Au début, c'était pour les financements.
Parce que Mais c'est au-delà du financement, parce que moi je trouve que ça évidemment que ça apporte énormément de choses. Oui. Le mélange professionnel non C'est ça. professionnel. À la fin, au début c'était ça, et après j'ai compris qu'avec les mélanges, Mais oui. il y avait quelque chose d'humain, Mais du complètement. point de vue humain plus intéressant et plus drôle. Ce qui est important pour moi, parce que si j'ai fait du cinéma et je n'ai pas devenu écrivain, c'est parce que je vais m'amuser dans les tournages. Si je ne m'amuse pas, Le moment du tu tournage, sais, c'est un moment- je vais devenir écrivain et tous ces gens-là, ils ne vont pas être là. D'accord. Ouais. Non, c'est simple. Alors, il faut s'amuser, c'est-à-dire qu'il faut y avoir un côté joyeux, un côté, qu'on dit, ludique, non? Et c'est au cœur du surréalisme, du surréaliste, au cœur je sais pas, de la génération Beat, non? Beat Generation, Oui, tout à fait. c'est au cœur de beaucoup des années 60, dans tout le monde entier. Toutes dans les le monde avant-gardes entier, de- tous les avant-gardes. Ouais. Et là, il faut s'amuser, il faut peindre la vie comme une espèce de fête permanente. Alors, et je l'ai fait pour ça. Alors, si je prends les professionnels et mélange avec les non-professionnels, c'est parce que je pense que c'est plus amusant. Et c'est simplement plus intéressant. Évidemment, du point de vue formel, pour les films finis, il y a quelque chose que moi je pense que ça enrichit. Non? Ah, Il y a oui, un complètement. enrichissement. Il y a quelque chose qui les met plus complexe, plus bizarre. Et ce qui est intéressant. Et avec Benoît, par exemple, excusez-moi de t'interrompre. Non, c'est moi qui Mais c'est simplement ça. Avec Benoît, il y avait une grande discussion. Avec moi, le producteur, c'était de si on amène son assistant ou pas à Tahiti. Son assistant, c'est la personne qui est toujours avec lui, tu sais, qui gère tous les. Oui, son tu sais, quotidien. ouais, son Oui. quotidien et tout ça. Et moi, je disais non, ça ne m'intéresse pas. Parce que, comme ça, il sera plus isolé, il sera obligé de se non, de faire, d'être plus convivial avec les autres acteurs non professionnels, les gens qui vont peindre là. Moi, je ne suis pas intéressé. Le producteur, il dit non, moi, je ne suis pas intéressé non plus, parce que c'est cher, ça coûte cher, l'assistant, un vol business class, hôtel 5 étoiles, blablabla, une autre chambre, les paillets, je ne suis pas intéressé, moi non plus, non. On est arrivé on était d'accord, pour des raisons différentes. Oui, c'est ça. Mais on était dans les mêmes. Et je pense que là, il y avait quelque chose qui a joué. Et c'est une décision risquée quand même. Mais oui. Parce que lui, tu sais, il est difficile à gérer. Il est une personne complexe et tout ça. Et beaucoup en retard toujours, tout ça. Mais je pense que ça a donné plus de films qui a élevé. Alors, je suis complètement convaincu. Et du point de vue humain, moi je pense que c'est super important. Et maintenant, tu vas faire un film en anglais, avec des acteurs anglais, américains, certains, une, deux aussi, même pas cher. Hein. Non, pour garder la liberté, parce Mais que oui, si c'est oui, cher, c'est ça. tu perds la liberté. Et je pense, et ça c'est le défi pour moi, que mon système peut marcher aussi, même avec les Américains, que c'est déjà quelque chose de différent, hein? C'est pas comme nous. Mais je pense qu'il y a encore, et pour la bonheur du cinéma du futur, il y a encore une possibilité où ce point de vue humain, on peut l'appliquer aussi aux Américains. Et ça, c'est mon défi. Et je pourrais le faire avec des Français et tout ça. J'aimerais aussi, hein, j'adore. Ici, parce que c'est un pays cultivé, avec des gens qui comprennent ce que je suis en train de faire, en même temps précis, en même temps, moi j'aime les gens. Tu sais, moi comme je viens de la littérature, tu sais, c'est le pays de la littérature. Alors, moi j'aime. Mais là, les défis, pour moi, du point de vue de challenge, non, les défis, c'est de faire, essayer d'imposer les mêmes logiques humaines. Qui seront des logiques de production aussi. Aussi forcément. Ah, voilà. C'est ça la friction, il y a une petite friction quand même. Parce que c'est toujours plus facile de peindre des professionnels, c'est toujours plus, comme dire, plus pratique, du point de vue du pragmatisme. Mais, bon, ça c'est notre histoire, c'est complexe. Mais... Une dernière question, après je fais circuler le micro et puis on continue, on va discuter. Donc préparez vos questions, c'était ça. Non, parce que je reviens sur cette question de 3... Attends, je vais avoir le nôtre. Ouais. Dans le frigo. S'il vous plaît. Merci. Et non, mais cette idée, cette question des... Cette question des 3 caméras, ça a aussi cet avantage-là pour le... Mais tu le disais un peu à demi-mot, mais pour le comédien, en l'occurrence Magimel qui est un peu de tous les plans,
de ne pas être face à une caméra et de savoir d'être dans une insécurité maximale aussi, et d'être donc dans une liberté, liberté ou peut-être animal traqué, un côté animal traqué, c'est la première chose. Et deuxième chose, par rapport au texte, vous avez utilisé aussi parfois sur certaines scènes une oreillette ou pas, où tu disais des textes qui resservaient comme ça. C'est ce que j'ai vu dans le dossier presse. Hein. Où toi tu lui disais en direct voilà, des lignes de dialogue qu'il s'appropriait, qu'il redigérait, qu'il... Les trois caméras, pour moi, c'est essentiel, pour des raisons, comme j'avais dit, de tourner ce que l'acteur veut cacher, mais surtout parce qu'il ne peut pas se communiquer avec la caméra. Parce que comme il y a trois caméras, là, avec des zooms, toujours, avec des zooms, zoom lenses, toujours, pour mes films. Alors, l'acteur, tout de suite, le premier jour, il comprend qu'il n'y a rien à offrir. Il peut rien contrôler. Il ne peut rien offrir à la caméra, parce que la caméra, comme il y a trois, ils vont toujours capter des choses qui sont hors de son contrôle. Alors, ça c'est déjà quelque chose, de mon point de vue, intéressant. Parce que dans la fiction, où il est dedans en fiction, il est à cœur d'une fiction, il joue le rôle, il a un costume très marqué, c'est pas lui qui est une espèce d'homme, tu sais, perdu au milieu des trois caméras. Non, c'est un personnage, malgré tout. Tu sais, parce qu'il incarne un personnage, il est habillé comme un personnage, il aura l'attitude du personnage. Mais en même temps, en tant qu'acteur, il est perdu. Et il perd tout de suite l'espoir de se communiquer avec les caméras. Alors il devient plus introspectif. Et toute l'énergie qu'avant c'était silencieux, la caméra, ça serait horizontal, parce que ça irait dans un côté d'essayer de montrer quelque chose, même d'une façon complexe, c'est-à-dire, même s'il tourne de dos, mais il va jouer pour la caméra qu'il sait qu'il est là. Mais avec trois, tout ça qui bouge tout le temps, etc., il a perdu l'espoir tout de suite. Et c'est un peu perdu, c'est vrai. Et l'énergie devient verticale, il devient introspectif, c'est-à-dire les caméras sont là, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'énergie horizontale. Alors, de point de vue, ça c'est plus intéressant. Parce qu'on est dans la fiction. Ça serait la logique d'un documentaire. Et on dirait, même dans un documentaire, si les caméras ne sont pas cachées, mais bon, dans une logique documentaire, ça pourrait aller dans cette... Mais là, c'est plus intéressant parce que c'est fiction. Et il y a la pression du réalisateur, qui est un peu méchant quand même. Et, tu sais, fiction, un réalisateur un peu méchant, pas de communication, trois caméras. La combinaison commence à être un peu... non, il y a une certaine déstabilisation, il y a une certaine forme de... je sais pas, de solitude, on pourrait dire. Même si tu dois te communiquer avec les autres personnages, tu dois faire quelque chose, mais il y a une tension. Il y a une tension. Tu ne peux pas développer des choses concrètes. Mais ça, tu voulais pour le personnage de De Roller ou en général dans ton cinéma En général. En général, d'accord, ok. Oui. Et c'est là qu'il va naître une nouvelle innocence. C'est dans ces conditions-là. Sinon, c'est impossible. Et cette innocence, l'équivalent de cette innocence des années 40-50, où il y avait un cinéma où quelqu'un pouvait représenter quelque chose et tout le monde y croyait. Mais là, c'est plus là, c'est plus le cas. Et avec l'oreillette, simplement pour finir, l'oreillette, ça ajoute. L'oreillette, on l'a utilisé peut-être 30-40% dans les tournages. C'est qu'avec lui. Je l'ai donné parfois avec des autres, mais il faut être doué un peu pour l'oreillette, parce que ça va vite, il faut être très concentré, il faut être un peu... C'est ça que, par exemple, les acteurs professionnels sont plus intéressants, parce qu'ils sont capables de travailler avec l'oreillette, mais en même temps, ils ne peuvent pas contrôler ce que l'oreillette va les dire. Alors, c'est super intéressant ça, parce que eux, ils vont, comme dire, être toujours dans l'attention de donner, de délivrer, non, de donner les choses qui arrivent par l'oreillette et avec le bon tempo. Parce que quand il dit en phrase, la prochaine, la suivante, il arrive déjà. Tu es en train de dire quelque chose, tu entends déjà la suivante, pour reproduire la vitesse de la vie réelle. Alors, ça demande beaucoup de concentration. Et moi, j'avais fait un film à la Documenta de Kassel, un événement de l'art contemporain. Il y a longtemps que j'avais fait un film de 100 heures
avec l'oreillette, qu'avec l'oreillette. Sur Fassbinder, Oui, ça, oui. Fassbinder, Goethe, tout ça. Et Goethe et Hitler. Hitler. Et je comprenais la logique. Et là, pour moi, c'est très fascinant parce que je l'ai raconté plusieurs fois, mais c'est très intéressant. Dès que tu as l'oreillette ici, l'oreillette c'est à côté du cerveau, tu sais, et très à côté du cerveau. Et tu entends les phrases, tu dois les répéter. C'est déjà un travail parce que la vitesse, tu sais, il faut être très concentré. Alors, et comme Benoît, par exemple, il n'avait pas lu le scénario, moi je lui dis, Benoît, viens là. Et voilà, et il y avait des autres acteurs, mais ils ne savaient rien de la scène. Ils ne savaient même pas qui étaient les autres personnages, qu'est-ce qui va arriver là, si ça va durer 20 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 40 minutes. On a fait des scènes de 55 minutes. Il n'a jamais arrêté. Moi je lui ai dit, écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais jamais arrêter une scène. C'est la seule chose, c'est ma seule condition. Tu ne me dis pas, ah, je dois aller, je dois partir, qu'est-ce que c'est ça, ou je dois faire aux toilettes. Non, non, non. Tu sais, tu fais ce que tu veux. Si tu es fatigué, tu t'endors, moi je m'en fous. Mais tu n'arrêtes pas les scènes, tu ne regardes pas la caméra, tu ne réponds pas à une personne qui est hors la fiction, etc. Tu restes là. Fais ce que tu veux. Moi, on va jamais se fâcher pour que tu fasses quelque chose qui s'accorde avec la fiction. Mais tu ne parles pas, tu ne me parles pas, tu ne parles pas aux caméras, tu ne dis rien, ça c'est interdit. Et ce qui est assez étonnant pour un professionnel d'être là, parce que c'est embarrassant parfois. Tu sais, un professionnel avec des acteurs non professionnels, là, avec des essais qui durent 30 minutes, sans texte, tout ça, ça peut être embarrassant. Ça peut être dur psychologiquement. Non? Et lui, il était là. Tu sais, l'acteur n'a jamais la sensation d'aboutir quelque chose, de créer des volumes par rapport à son propre personnage, avec ce système. Il n'a jamais la satisfaction en fin de journée d'avoir fait quelque chose d'important. Parce que tout est basé sur ce qu'il veut cacher, tout est basé sur des trucs qui sont hors son contrôle. Alors, il n'y a aucune dramatisation. Dramatisation, il peut y avoir. Oui. Moi, je donne des instructions à les autres acteurs sans lui savoir, et on crée une espèce de tension quand même, une espèce de drame à l'intérieur. Mais l'oreillette, ce qui est génial, c'est que c'est le cerveau, c'est ici. Alors, tu perds le contrôle de ton corps. Tu perds, parce que tu es tellement obsédé. Imagine, déjà, répéter les phrases. Après, comprendre si tu n'as pas lu le scénario, qu'est-ce qui se passe là, non? Qui sont ces personnages, pourquoi elle dit ça, qu'est-ce que je dois répondre. Non, évidemment, il connaissait son personnage un peu, ce qu'il était son rôle, mais... Et après, jouer d'accord. Tout ça, ça demande beaucoup de concentration, et beaucoup de précision. Et après, tu perds le contrôle totalement. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec son corps, même ses réactions, ils sont hors la possibilité, parce que l'oreillette, déjà la pression de dire les textes et tout ça, avec l'avantage génial, et ça c'est une invention à moi, que toi, tu peux mettre dans l'oreillette les phrases que tu veux. C'est-à-dire, tu peux les dire des phrases politiquement incorrectes, tu vas les dire avec un extrême réalisme, parce que son corps est hors contrôle. Tu peux les dire des phrases absurdes, tu vas les faire, ou des phrases un peu poétiques, lyriques, ou tu sais, tu peux mettre ce que tu veux. Et ça, et surtout avec lui, parce que lui, il était extrêmement doué pour l'oreillette. Il a amélioré, parce que moi j'aime l'oreillette, parce qu'en plus, moi j'aime pas donner des instructions aux acteurs. Moi, je joue un peu les méchants, mais en même temps, et je le suis, mais en même temps, je lui dis à un autre, je dis, vas-y, tu lui dis ça à l'acteur. Moi, je parle assez rarement à les acteurs. Si c'est très grave, je parle, mais sinon, non. Je le dis à quelqu'un d'autre. Toi, tu lui dis ça, et toi, tu fais ça, et toi, tu lui dis ça. Et parfois, les acteurs, si bien quelqu'un dit quelque chose, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit ou c'est qui le dit ça. Encore une autre confusion, mais il est fait. Alors, ça passe pour un filtre de s'améliorer dans le sens qu'on évite les clichés. Si je le dis à 3 personnes avant lui, par exemple, avec Jean-Pierre Léo, qui n'était pas habitué du tout à tout ça, moi parfois je disais des choses, et même le directeur de photographie,
il disait des choses. Il y a un moment où il dit Jean-Pierre doit se mettre ça. Je lui dis, c'est toi qui l'as dit. Dis, je ne veux pas parler. Et j'ai dit au directeur de photographie, il s'approche, il dit Jean-Pierre, est-ce que tu peux faire ça et te mettre ça, ça, ça? Il regarde, il dit, quoi? Moi je parle qu'avec le réalisateur, j'ai reçu des ordres que le réalisateur. Très fâché, très fâché. Eh oui, mais parce que c'est. Oui, parce que c'était comme et lui qui était au cœur du cinéma d'auteur, tu sais, l'idée de c'est le réalisateur qui commande, il ne va pas me dire ici un technicien qu'est-ce qu'on doit faire. Tu sais? Mais. Ouais, tu es gentiment pervers quand même avec les acteurs. C'est simplement pour éviter les clichés dans le sens que pour créer cette innocence, pour essayer de faire émerger cette innocence, il faut, chaque fois, les jeunes sont tellement... et c'est un système qui marche avec le monde d'aujourd'hui. Parce que je pense que... Qu'est-ce qu'il y avait à cacher dans les années 60? Rien. Au contraire, il y avait des choses à montrer. Non? Tous les jeunes dans les années 60, ils étaient des jeunes qui sont, tu sais, sympas, tout ça. Ou même dans les années 50, il y avait les jeunes après la guerre, tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes veulent cacher. Ce que les jeunes veulent montrer, ça n'a aucun intérêt. Tu l'as déjà dans Internet, Facebook, ou je ne sais pas, ou Instagram, ou tout ça, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il veut cacher. Alors, mon système, je pense que c'est plus adapté ou contemporain, dans le sens que, d'abord, il y a plein d'images, des autres genres d'images, mais ça m'intéresse ce que les gens veulent cacher. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils veulent dire. Ils n'ont rien d'intéressant à dire. On n'est pas dans les années 60. C'est un autre monde, c'est un monde horrible. Mais après, bon, après toi, tu as un regard particulier quand tu sélectionnes tes rushs. Moi, je trouve qu'il y a, voilà, il y aurait 1000 films à faire à partir de tes rushs, et toi, tu fais un film qui t'est évidemment très personnel. Tu as un regard, en plus que ce que les gens ont à cacher, il y a ce que tu sélectionnes, la façon dont tu dégrossis, ce que tu trouves intéressant, beau. C'est pas seulement ce qui cache qui est beau. C'est ce que tu choisis de voir et ce que tu choisis de mettre en valeur aussi. Évidemment, parce que sinon le film ne serait pas bon. Oui. Tu sais, ça veut dire que... Oui, mais le film n'est pas bon pour toi. Mais voilà, je pense que ça rejoint des questions de goût aussi. Quoi, qu'est-ce que c'est un cadre, qu'est-ce que c'est un beau cadre, qu'est-ce que c'est des temporalités. Ça rejoint des choses. Mais ça doit être intuitif et très rapide. Oui, dès que tu as 500 heures de russe, tu ne peux pas analyser. Et alors, oui, mais tu les vois tous. Oui, oui. Tu les vois tous. Toutes les caméras, moi toute seule. Ben oui, voilà. Parfois, il y a des monteurs, les deux monteurs qui parfois qui viennent et tout ça, mais je ne vais pas les payer tout ce temps. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Parce que moi, je donne après, je note tout avec les codes de temps, ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Je note ce que j'aime. Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'aime. Et après, c'est à eux de trouver la créativité, l'invention pour faire une scène avec ce que j'ai choisi que j'aime. Et ça, c'est notre histoire complètement différente. Mais en même temps, oui, il y a une intuition au début quand j'ai choisi les choses. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est moi le réalisateur et c'est pas une autre personne. Oui, voilà. Parce que c'est moi qui choisis, c'est moi qui dis ça. Mais moi, quand je rentre dans tes films, le premier cadre que je vois, le premier plan que je vois, je sais que je suis dans tes films. Et c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est pas... voilà, il y a quand même je reviens sur cette question de goût et puis voilà, ce qu'on... Moi, je pense que je suis le réalisateur de mes films parce que je suis entouré toujours de jeunes, plus jeunes que moi, la plupart, et intelligents. Mais toujours, je me demande pourquoi je suis le réalisateur de ces jeunes-là. Et moi, je dis... Parce que moi, j'ai deux talents. Un talent, c'est que je suis malin avec les acteurs. Tu sais, et j'ai l'attitude de direction d'acteur. Ça, les autres jeunes n'ont pas. Et les acteurs me respectent d'une certaine façon, du point de vue humain. Alors, et ça, moi, j'impose ça. Et simplement, après, dans les montages, j'ai un petit peu de bon goût. Et c'est tout. Un petit peu plus, oui. Non, non. Voilà, dans les choix des images. Mais après, dans la construction, les monteurs sont formidables, ils sont des jeunes intelligents comme moi, plus. Mais les choix, parce qu'il faut prendre la responsabilité parfois dans les choix. Et ça, c'est plus. Albert va toujours au bout des questions. Et c'est appréciable.
Non, je voulais montrer un extrait. Je vais vous passer le micro. Mais je voulais montrer un extrait. J'hésitais entre le moment où Magimel est dans la loge avec les danseuses et juste le moment d'après du repas. Peut-être celui après du repas, du premier repas avec les. Après, ça veut dire. C'est juste la scène d'après. C'est la 10 minutes de film où il est en train de manger et il accueille les chefs. Comme tu veux. T'as pas de préférence Non. Non, alors la deuxième. Deuxième. Allez-y, question. J'ai juste une question. Quand vous parlez des 3 caméras, Ouais. quand vous tournez la scène, vous êtes où? Il n'y a pas de règle. Je suis pas là. Normalement, dans les derniers films, dans les 3 derniers films, moi, si je regarde un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que avec mes propres yeux, je regarde ce qui se passe, je ne vais pas entendre le son, alors je suis loin. Si jamais je prends le son, le casque, pour entendre, je me tourne de dos. Et j'entends que le son. Je ne vais jamais avoir les deux. Ça, c'est une espèce de règle assez stricte. Parce que ça ne sert à rien, et j'aime pas, et ça me déprime. Alors, si je regarde, je n'entends pas. Si j'écoute, je ne regarde pas. Et après, je me communique parfois avec des signes avec les opérateurs caméra. Ça, c'est vrai. C'est des opérateurs caméra qui sont très bien. Mais non. Parfois, les opérateurs caméra me disent, viens, qu'est-ce que tu préfères, ça ou ça? Et même de la composition d'un plan, mais c'est rare. Et après, en post-production, c'est pour ça qu'on tourne 4K et tout ça, on recompose tout le plan. Je me fous un peu de la composition du plan. C'est parfait parce que c'est 4K et on a tout recomposé. C'est pour ça, avec le temps et tout ça. Évidemment, ce que tu ne peux pas recomposer, c'est les acteurs dans une étape de grâce. C'est ça qui m'obsède. Pour le reste, évidemment, si un plan c'est horrible et tout ça, et moi j'ai rejeté des scènes dans mes films parce que du point de vue visuel, plastique, c'était horrible. Et on n'arrivait pas, même pas à corriger. Mais c'est moins rare. Tu ne peux pas corriger les acteurs après. Alors, pour moi, ça ne sert à rien. Ça sert. Et pour moi, toute cette idée de capter ce que les acteurs cachent, c'est aussi lié à une autre idée, que tout ce qui est beau dans les films, les yeux humains ne peuvent pas les voir pendant les tournages. C'est quelque chose que c'est que la caméra qui va capter. Et moi, j'ai fait la compréhension de ça scientifique maintes fois, plein de fois. À l'oreille, tu sens sur le tournage si la scène est bonne, s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. J'essaie d'entendre qu'il y a des dialogues intéressants quand même. À part de ça, non. S'il y a quelque chose qui se passe, j'essaie de sentir un peu si l'acteur est inspiré ou pas. L'idée de s'ils sont vraiment dans une, comment dire, avec un côté créatif. Vraiment, non, c'est mécanique, non? C'est comme avec les avions, ils mettent le pilote automatique ou le pilote de l'avion. Il y a les deux. Autre question? Oui. Oui, quand vous parlez de la technique de l'oreillette, moi je pensais à la séquence du discours où Benoît Magimel fait le discours pour l'écrivaine originale. Là, l'idée qu'il cherche ses mots et que. Oh, si je ne l'avais pas dit, non. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que je crois que c'est pas? Non, je trouve que votre système-là donne un résultat très. Et pourquoi? Très évident. Pourquoi? Parce que d'habitude, les discours dans les films, ils sont très préparés et c'est une espèce de performance de l'acteur pour montrer qu'il est en maîtrise. Alors que là, il est plutôt en train de chercher ses mots et ce que je trouve intéressant dans le résultat, alors je sais pas, je voudrais savoir si c'était conscient chez vous, c'est que moi, quand je l'écoute, c'est indécidable de savoir si c'est bon ou pas bon, son discours. C'est un peu nul et en même temps c'est pas mal. Je me dis j'aurais pas fait mieux et puis et en même temps c'est pas idéalisé. Donc, est-ce que vous vouliez montrer un peu qu'on ne sait pas trop quoi penser de ce que dit un officiel sur une situation pareille? Ça, c'est une observation presque géniale. Non, par rapport à ne pas comprendre si c'est bon ou pas. Ouais. Parce que ça veut dire que tu es déjà dans les personnages. Non?
C'est-à-dire, lui, il fait un discours qui c'est génial, mais en tant que personnage, en tant que dans la fiction. Et après, tu te demandes, parce que c'est pour ça que tu as posé la question, que vous avez posé la question, c'est que, comme on a fait ça, ça marche avec l'oreillette et tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que personnage, mais ça arrivait dans les discours, non? Il y a plein de discours d'hommes politiques ou d'hommes. Moi, je dois faire un discours ici, je devrais remercier, je ne sais pas, je suis dans mon anniversaire et je dois remercier les gens qui sont venus, je ne sais pas. Peut-être je suis un peu nerveux, pas ici pour ça, mais peut-être dans mon anniversaire, comme il y a des amis, c'est plus touchant, peut-être. Non? Et les mots ne sortent pas. Tu sais, les mots ne sortent pas, il y a des petites hésitations, tout ça. Il y a zéro possibilité dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de l'art, zéro possibilité qu'un acteur professionnel, on lui dit, écoute, tu dois montrer cette hésitation. Il y a zéro possibilité que cette hésitation soit plus forte que dans mon film, plus réel et plus complexe que dans mon film où, comme tu as compris, qu'est-ce qui s'est arrivé là? On lui avait des textes, un texte complexe, non? On lui avait donné, parce que le discours c'est un peu complexe, c'est pas pour Benoît même. Tu sais, certaines choses qu'ils disent sur, je sais pas, non, la littérature, etc. Et, soudainement, moi je le disais à l'équipe qui disait que c'était toujours à côté de moi, il disait, non, il dit rien. Et là, il y avait un moment, parce que comme le discours c'était complexe, c'était oui, du point de vue sur la littérature, là, je sais pas, le 18e, je sais pas, que lui, il ne pouvait pas improviser. Parce que ça n'arrive pas dans les temps réels, même moi ou n'importe qui. Tu sais, ça serait difficile de continuer le discours, même sans l'oreillette, tu sais, qui est quelque chose qui n'est pas stupide. Tu sais, parce que ce que tu viens de dire, c'est assez bon, on voit que c'est une certaine, quand même, une certaine qualité, une certaine richesse. Et alors, lui, il était là et il commence à regarder, comme il fait beaucoup de politiciens d'ailleurs, ou beaucoup de personnes qui font un discours, qu'il a un petit papier, et tu ne comprends pas s'il a un petit papier là, où il a les notes, les notes sommaires de ce qu'il doit dire. Évidemment, dans beaucoup de discours, tu dois dire quelque chose, et tu prends ton temps, parce que parfois tu oublies quelque chose. Non, ça va comme ça. Si tu essayes de, comme dire, masquer, si tu essayes en tant qu'acteur professionnel de faire semblant que tu hésites, il va jamais, zéro chance, un acteur, même si c'est le professionnel le plus fort du monde, d'avoir exactement la même intensité d'hésitation que s'il y a quelqu'un qui vraiment il a disparu. Et c'est une vraie hésitation qui ne sait pas quoi dire. Et alors il arrête. Et toute la clé de la scène, c'était de contrôler le tempo, et je lui disais, et lui, il regardait en bas, tout ça, un seconde, point 5, presque 2 secondes, et la phrase qui arrive. Et lui, il était sauvé. Parce que sinon, il ne savait pas quoi faire. Il ferait regarder d'un côté, l'autre, il essayait d'improviser des mots, il dirait n'importe quoi. Et ça serait déjà détruit la magie. Mais c'était ça lui, c'est ça, c'est ce tempo. Et là, parce que lui, il était dans la pression extrême, parce qu'il ne pouvait même pas improviser n'importe quelle phrase qui soit cohérente et digne, non, de ce qu'il venait de dire avec l'oreillette. Alors, et tout le monde les voyait. En plus, comme il y avait un discours, il y avait plein de monde, la pression c'était encore plus fort. Dans le sens, même si c'est un acteur, il s'en fout un peu, mais bon, quand même. S'il y a des autres acteurs plein de monde, la pression augmente. Alors, et là, c'était la clé. Et, si tu me présentes un acteur professionnel qui va jouer cette hésitation, cette ambivalence, et en plus, ça aide à créer cette sensation que tu viens d'écrire, de ne pas savoir si le discours est bon ou pas, si c'est génial ou c'est une idiote de politicien qui dit des lieux communs, mais ils sont trop complexes quand même pour dire des lieux communs. Mais maintenant, la façon qu'il le dit, tu dis, lui c'est pas comme ça, un critique littéraire. Mais c'est comme le côté organique du corps
et de la voix et de tout ce qui se passe vraiment dans l'image est tellement organique, tu peux les mettre dans l'oreillette. Cette espèce de discours, qui aussi c'est assez bien choisi pour bouger un peu dans ce côté qualité, pas qualité, ou de beat ou de visionnaire. Et là, il y a quelque chose. Et c'est impossible de reproduire ça. Moi, je ne crois pas. Et c'est pour ça que moi, quand je vois le cinéma en général, je trouve pas tous les essais, parce qu'à la fin, tu es dans le cinéma et tu arrives à croire à tout. Non, parce que c'est les jeux. Non, tu participes du jeu, tu joues le jeu. Mais parfois, c'est vrai que c'est assez enfantin, tout ce qu'ils voient dans le cinéma, parce que tu dis, quand tu vois tout de suite qu'il y a un dialogue qui c'est écrit. Par exemple, les films tard. Vous avez vu les films tard? C'est ça. C'est qu'il est incapable de décrire avec les images, il le fait avec les conversations. Oui, tout à fait. Mais tout le monde a marre de la conversation. En plus, c'est tellement explicite que les gens qui ne sont pas intéressés à la musique classique, c'est pas intéressant les conversations du film. Mais même les gens qui, moi, je connais beaucoup de musique classique, et surtout des chefs d'orchestre, c'est impressionnant moi. Et moi, j'ai trouvé ça d'une telle banalité. Et parce que moi, j'ai compris quelque chose sur tard. Tu vois? Dans l'école, toi tu es dans l'école, non? Quand tu es petite. Et il y a des gens, et je montre ça, parce que ça c'est important pour tard. Vous avez vu tard. Oui, à quel Toi tu es à l'école, non? Il y a, et tu fais le sport, la leçon de sport. Non, tu vas à le sport. Gymnastique. Et tu fais basket ou je sais pas, foot. Il y a un garçon qui lève le ballon avec le foot. Et il fait des gestes déjà comme ça. Il le fait, et tu vois qu'il a un style. Tu vois qu'il est quelqu'un doué, qu'il a un style. Non, à l'école, ou avec le foot, la même chose. Tu sais, quelqu'un qui, tu vois, qui comprend, il a une technique, c'est naturel. Et un autre, à l'intellectuel de l'école, qui met les ballons, il n'arrive même pas à prendre les ballons, il tombe. Tu sais, c'est l'intellectuel. Alors, elle, quand tu vois les gestes qu'elle fait comme chef d'orchestre, tu vois qu'elle était la personne que elle donne les ballons comme ça. Tu sais que voilà, tu tombes. C'était pas la personne douée pour faire, tu sais, les gestes, non? Et avec des chefs d'orchestre, on a vu qu'ils font des gestes très différents. C'est pas la même chose Pierre Boulez, et je sais pas, Otto Klemperer, que tout le monde a des gestes complètement différents. Il y a des gens qui sont plus calmes, des gens qui sont plus expressifs. Mais tous sont des gens qui font les ballons. Il n'y a aucune qui est comme ça. Non? C'est Clay Blanchett. Alors, tout ce qui n'est pas possible d'exprimer, qu'on n'arrive pas à exprimer avec les images, parce qu'on voit qu'il y a une espèce d'impuissance. Impuissance. Et après, c'est le dialogue. Avec le vieux monsieur, on comprend que c'était un chef d'orchestre de la Philharmonie de Berlin. Et après, il faut remplir les films avec des choses qui ne sont pas. Non, avec, je sais pas, la voisine, quand elle tombe là dans la maison de Europé, des choses comme ça. On voit, on comprend que ça ne tient pas. Tu sais, Magimel est fascinant comme commissaire. Et c'est complètement irréel. C'est complètement irréel. Tu sais, notre commissaire ne va pas en boîte de nuit. L'idée de surveiller des femmes qui vont dans un sous-marin, c'est complètement absurde. Tout est absurde dans les films. Il n'y a rien de, tu sais, tout est une absurdité totale. Tandis qu'un autre commissaire, je ne sais pas, ou l'amiral, tu sais, va être dans un boîte de nuit en train de peindre la drogue, draguer. Bon, peut-être c'est la réalité, hein. C'est pour ça que le film est un peu visionnaire. Parce que les films, il n'y avait pas des essais nucléaires quand j'écris les films. Non, maintenant non plus. Mais les nucléaires, c'est devenu important. Alors, avec la Russie et tout ça. Alors, bon, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire,
c'est les images, tu sais, qui doivent faire quelque chose. Et c'est pour ça que je me suis jamais inquiété avec les scénarios, et suivre ou pas. Oui, mais tu en as écrit, on en parlera après, mais tu en as écrit un. On parlera après, on parle déjà. Mais tu m'as dit que tu avais le temps, Albert. Ouais. Bon, on passe un extrait pour mettre des images sur tout ce qu'on a dit. Préparez vos questions, puis dans un quart d'heure, on fera la dédicace des DVD. Non, on peut parler, hein, moi, c'est pas le problème. Non, mais... Moi, j'aimerais démontrer. Ah, ici, ok. Tu vas dire quelque chose sur ça. Donc, il y aurait des projets de restructuration du CEP, du centre expérimental nucléaire, et éventuellement une réitération du fait nucléaire ici, cette année. Donc on voulait savoir avec vous quels étaient vos sons de cloche. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que... Écoutez. Maintenant, c'est impossible de savoir si c'est l'acteur ou le personnage qui a des problèmes. Je suis surpris de ce que vous dites. Ça nous a surpris aussi. Ah, ça c'est génial. C'est pas sous-titré. C'est pas grotesque, c'est drôle. Quand tu fais pour défendre ma terre et mon océan, grand-père, tous les jours quand je me lève, je vais à l'école sur cette terre. Après, quand j'ai fini l'école, je vais me baigner aussi à la mer, grand-père. Quand tu fais pour me protéger, bah oui, tout ma photo. Bien sûr. Donc, évidemment, il faut anticiper et agir. C'est pour ça qu'on est là. Bien en amont pour stopper toute éventualité d'une reprise des essais. Mais, écoutez, j'ai envie de vous rassurer, mais en même temps, je vous fais confiance. Vous savez combien ça coûte de remettre en marche une telle machine après toute la tragédie que ça a pu susciter? On compte sur vous, monsieur le commissaire. Je conçois absolument vos préoccupations. Éclaircir un peu tout ça. Et je vais m'y engager. Pardonnez-moi. Bon appétit. Merci. Je vais vous proposer un café. Non, ça va, on a bien mangé. On a bien mangé, bravo. Je vais m'excuser parce que... Il n'y a pas de ça. Le repas qui est dans cette assiette vient de notre lagon. Allez, bien sûr. Bien sûr. Et c'est lui qui va vous permettre de vivre, de respirer, de vous mouvoir. Et dites-moi, je m'attendais à voir Jacques. Jacques est malade. D'accord. Jacques est malade, donc c'est un peu moi qui le représente aujourd'hui. Très bien. Je me place un peu en tant que représentant intérimaire. Voilà. Et ça va, il va bien? Il va bien. Hein. C'est grave? Non, c'est pas grave. Une petite grippe, rien dans... D'accord, donc vous reprenez la main sur les dossiers? Exactement, c'est moi qui reprends les dossiers et donc, bon, on espère vous voir aussi aux prochaines réunions. Oui. Autre sujet, donc on voulait aborder l'accès interdit à nos populations au futur casino. Donc on est un peu surpris qu'il y ait une ségrégation telle. Et vous savez à quel point les institutions religieuses de ce pays ont un certain pouvoir, un poids tout à fait décisionnaire. Ils savent contraindre, mais
Il est essentiel aujourd'hui que les gens puissent se divertir, s'amuser. Ça fait. Vous savez, on est une île, hein, donc une fois que tu as fait le tour de l'île, Et voilà. tu pars du point A, tu reviens au point A. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas s'étonner que les jeunes font un peu n'importe quoi. Hein. Bon, permettez-moi de le dire, mais ils nous emmerdent un peu. Hein, non, ça suffit maintenant. C'est quoi cette ingérence-là on n'est plus au siècle dernier, quoi. S'ils veulent que leurs paroissiens n'aient pas accès, c'est... Pourquoi pas? Libre à eux. Mais il est hors de question d'interdire à l'ensemble de la population de cette île d'aller s'amuser s'ils le désirent. Non. On se croirait en pleine inquisition. Hein. Et on n'est pas au temps du Moyen-Âge. Hein. Bien que bon, entre vous et moi, je connais très peu de gens qui gagnent au casino. C'est le casino qui gagne. Hein. Voilà, c'est lui qui est toujours vainqueur. Mais on y va pour s'amuser. Exactement. Et puis entre nous, ils font chier, tous ces religieux. Ils ne vont pas nous casser les couilles. Vous et moi, bien d'accord. Hein, si je peux parler de cette manière. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Mais c'est vrai, on n'en peut plus, Les témoins de Jéhovah, non, j'en ai soupé. Franchement, j'en ai soupé. On n'a pas fait la Révolution française pour rien. En tout cas. Donc, tout ça pour moi sont des sujets résolus. Ce sera réglé, et vous avez mon soutien. Ce casino sera libre d'accès à tout le monde. Et on y fêtera le 14 juillet. Voilà. Voilà, une fête nationale. Impeccable. Voilà. Avec une mise de départ offerte pour tous les habitants. Ah ben voilà. Histoire de bien les emmerder. Et voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Voilà. Et on ira tous chez Morton après. Enfin, pour ceux qui le souhaitent. Je ne sais pas si tout le monde pourra y rentrer. L'établissement est un peu étroit, mais bon. Vous notez ça dans le calendrier. Hein. Et je suis sérieux, hein. C'est une promesse. Le 14 juillet. 14 juillet, on célèbre les valeurs de la République et on va jouer au casino. Ok. Hein? Puis chez Norton. Voilà. Impeccable. Merci. La compagnie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. Je vous en prie, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô, au revoir. Bon, pour finir, c'est très intéressant cette scène du point de vue méthodologie. Ça va? On est d'accord? Ah oui. Ok. Non, c'est très intéressant cette scène, je disais, parce que d'abord, ça c'est hyper cohérent. Mais je pourrais dire qu'il y a une seule plante, là, qui est une après l'autre ici, qui a été comme ça dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais cette continuité que vous voyez ici. Ah, peut-être il y a un moment où il y a un plan, un autre, peut-être c'était le même moment. Mais l'idée, vous imaginez qu'il y a 3 caméras, et que ça, c'est comme la reproduction d'une espèce d'une prise, non, qui va ensemble, tout de suite. Et je peux dire que peut-être ici, il doit y avoir que, je ne sais pas, s'il y avait peut-être 40 plantes ici, ou 25, ou je ne sais pas, peut-être 2, 3, ou comme ça, qui sont dans la réalité comme ça. Tout l'autre, c'est faux. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un changement de plan où la reproduction, pas jamais, je dis que peut-être il peut y avoir certaines, mais très peu quand même, où ça s'était tourné dans la réalité comme ça. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a un plan, il dit quelque chose et l'autre dit quelque chose, ah oui, il n'avait pas dit à un moment. Il avait dit peut-être une demi-heure après. Là, c'est un contre-champ qui est respecté. C'est un contre-champ qui est faux. Ah, qui est faux, d'accord. Qui est faux. D'accord, ok. Totalement faux. Peut-être il y a 1 ou 2 ou 3 ou 4 Ok, d'accord. qui est réel. Qui se correspondent avec ce qui est arrivé dans la réalité. Mais on pourrait dire que 80 ou 90% du plan sont faux. Au niveau de la logique narrative, au niveau de la logique temporelle du tournage. Ok, d'accord, ok. Et c'est très intéressant parce que, bon, il y a plein de choses intéressantes ici. D'abord, le fait de ne pas sous-titrer les titres. Peut-être qu'il ne sous-titre pas, et après il y a même la bouffe, et la personne, la fille, la dame, la madame, il traduit ce qu'il dit, et l'autre aussi. Et toi tu te dis,
tout ce qu'il vient de dire avant, ils n'ont pas traduit. Et il dit d'accord, non, il disait d'accord. Il dit d'accord, mais il a compris ou pas? Pourquoi après il les traduit? Non, rétrospectivement, pourquoi après il a besoin de traduction et pas avant? Avec les longues speeches du. Non, avec ils ne comprennent pas. Et moi j'étais là, j'étais en train de traduire, je dis non. Et il y a un côté méprisant, colonial. D'abord, il y a deux côtés. Racontez le lieu déjà, le lieu c'est filmé déjà. Ouais. D'abord, il y a trois côtés méprisants. Pas traduire le speech de la personne. Et ça, c'était des raisons narratives. Parce que si tu les traduis, parce que comme toi tu les comprends, tu vas penser que les personnages, lui, ils les comprennent aussi. Alors, ça casse l'ambiguïté. Alors j'ai dit, on ne va pas traduire. Mais le côté méprisant de ne pas traduire avec la langue tahitienne. Il y a un côté un peu douteux. Et aussi l'idée, comme dire, il arrive l'autre, il les donne de manger. Et les autres, il dit non, nous avons déjà mangé. Lui, il est en train de manger tout le temps, mais les autres pas. C'est eux qui disent non. Mais c'est un côté colonial d'avoir intériorisé la soumission d'une certaine façon. Mais ça, c'est après. Évidemment, rien de tout ça, c'est prévu. Moi, je ne pense pas à tout ça. Oui, mais je regarde les images. Oui, mais le cadre que tu fais. Le cadre, oui. Mais je regarde les images et je vois toutes ces sensations. Et je prends des décisions, mais avec les montages, pas avant. Et après, je ne sais pas, il y a des choses extraordinaires. Il y a un moment où il dit, que pour moi, c'est l'un des meilleurs moments du film, de plan, parce que pour moi, ça reste comme un mystère très grand. Quand il dit, on va aller fêter le 14 juillet, non, tout ça, on va aller à chez Morton. Et il dit, il sourit, il dit, je ne sais pas si on va pouvoir tout rentrer, parce que c'est un lieu un peu étroit et tout ça, il sourit. La façon comme il dit ça, c'est incroyable. Nous, on n'avait jamais allé dans une discothèque quand on tournait ça. On ne lui avait jamais parlé de cette discothèque. On ne lui avait jamais, je ne sais pas, ne savait pas si c'était étroit ou pas, de quoi on parlait. Parce qu'on a tourné la discothèque les 3 derniers jours, et ce n'était pas étroit non plus. Alors, complètement absurde. Mais la façon comme il sourit, et il dit, on pourrait le montrer encore une autre fois, si jamais c'est possible. Mais la façon comme il sourit, il dit, on ne pourrait pas rentrer parce que c'est un lieu un peu étroit. Pour moi, c'est un mystère. Non. Comme un acteur, il est tellement génial, arrive à dire ça, avec une telle, comme dire, organicité. Mais organicité, mais moi je suis le monteur de tous les films, je suis le réalisateur, monteur, et je vais analyser toutes les images. Et je ne comprends pas comment il arrive à faire ça. Et ça, c'est un mystère. Il y a 3 ou 4 dans le film, des moments où je ne comprends pas comment il arrive à ce côté organique tellement fort que même moi, je ne peux pas reconnaître la clé. Je ne peux pas reconnaître d'où ça sort, d'où ça arrive, pourquoi. Et ça, c'est... Moi, je trouve que dans une scène comme ça, parce que si j'ai choisi, c'est aussi parce qu'il y a cette confrontation aussi, Magimel et les non-professionnels. Je trouve que ils sont géniaux, tous les autres plantes et les autres personnes, moi j'étais étonné. Mais c'est ça. Ils sont géniaux. Il y a quelque chose qui nourrit, ça nourrit Magimel dans son jeu, et je trouve qu'il y a quelque chose... Et c'est aussi la même chose dans les scènes où il va avec l'avion et il descend. Oui, avec l'atoll. C'est presque un petit récit dans le récit en plus. C'est une intuition. Moi j'étais là, ici, et j'arrive, il y avait des autres extras. Et moi je regarde les gens et tout ça, parce que moi j'aime pas les préparer. Et je dis, bon, évidemment, c'est lui qui est le protagoniste. Non, c'était déjà quelqu'un que j'avais choisi. Il n'avait jamais joué en casting Facebook et tout ça. Mais les autres, non. Il y avait peut-être, là, il y a 3 qui sont géniaux tous. Même le type qui parle tahitien avec les tatouages, il a rêvé. Moi, je n'ai jamais choisi, jamais, tu sais, faire un tatouage fort, même les colliers, tout ça. Mais le type, il arrive comme ça. Je ne sais pas, il est comme ça. Et il y avait 3, peut-être 4 ou 5. Et j'ai dit, ah bon, je parle à un moment là, tu vois. J'ai dit, toi, j'aime pas ça, bon, on va choisir toi. Comme ça, l'intuition. Mais c'est toujours comme une espèce de question humaine. C'est une espèce de rapport humain. Moi, j'aimais ça, j'aimais l'autre. Là, je parle les autres.
Et aussi, dans les scènes là, dans l'avion, et les scènes, il y avait la même chose. J'arrive, il y avait une que j'avais choisi, que c'était les mères, donc qui jouent le rôle du maire. Même si là, avec les lunettes de soleil, on voit presque rien, mais je l'avais choisi comme ça, je devais parler un jour, à un moment, mais pas les autres. Il y a le type qui a la chemise rouge, je ne sais pas si vous vous souvenez, les gros avec la chemise rouge, qui est génial comme acteur. Il a une espèce de photogénie géniale. Et toutes les phrases qu'il dit, vous pourrez les mettre, ça c'est un masterclass, mais il est génial. Mais génial, ça veut dire génial. Et moi, je suis arrivé là, la même histoire. Il y avait là peut-être 12 personnes, 12, mais tout était très pressé, on devait le faire très vite, tout était compliqué, on devait choisir et aller vite. Et, je ne sais pas, on parlait de ça, de ce mélange de la profession. Et lui, il arrive ici, il ne comprend rien, il ne sait rien de tous ces gens-là, qui sont, qu'est-ce qu'ils vont lui dire, les Noirs. Il ne savait rien. Il dit, mais là... Et moi j'ai compris, ça c'était intéressant, que lui il avait faim. Oui. Parce qu'il fait des horaires bizarres et il voulait manger. Peut-être ça c'était, je ne sais pas, je me dis si c'était. Non, je pense que c'était environ 15h, 16h. C'était pas le moment où tout le monde avait déjà déjeuné, et c'était pas le moment de dîner, mais lui, comme il avait faim. Et il dit, quand même, il n'y avait pas de catering et tout ça. Parce que ce n'était pas le moment. Et vraiment, il dit, tu vas manger, je vais manger. Et moi, je le voyais un peu fâché, un peu tendu, tu sais, parce qu'il voulait manger, parce qu'il s'est levé. J'ai dit, oh, ça me fout ça. Et je l'ai laissé là, long. Parce qu'il m'a dit que c'était vrai en plus. Et pour apporter les bouffe, il faut aller chercher quelque part. Bon, ça va prendre du temps, mais dire, ok, mais bon. Tu avais ton comédien qui avait fait. Ouais, et moi, je sentais qu'il était un peu comme ça, et qu'il était intéressé qu'à la bouffe. Il n'intéressait pas ce que disaient les autres personnes. Et après, non, vraiment, parce que, comme en tant que personne, et que tout ça, et comme ça, il était obligé à jouer, quand même, parce qu'il est payé pour ça, mais en même temps, ce que disaient ces personnes m'intéressait zéro. Parce qu'ils voulaient la bouffe qui arrive, quoi, c'est comme ça. Et après, moi j'ai vu que la bouffe arrive. Et je lui dis, et ça c'était le producteur du film qui l'apporte. Et moi je vois qu'elle arrive et je lui dis, non, arrête. Et on tourne. Et moi après je lui dis, ok. Et il y va. Et même Benoît comprend que c'est sa bouffe et qu'il doit l'intégrer les scènes parce que c'est interdit d'arrêter les scènes, parler, tout ça, il a respecté. Non, il faut dire, c'est pas évident pour un acteur. Mais lui, c'était quelqu'un vraiment rock'n'roll dans ce sens-là. C'était comme Jean-Pierre Léo aussi. Il n'a jamais coupé une scène. Jamais. Lui. Alors, il arrive et comprend. Évidemment que ça, il est très content de manger et tout ça. Et le côté colonial, méprisant, cette espèce de faire semblable qu'il entend, qu'il comprenne ce qu'ils disent ou pas, ou tu sais exactement quel est le degré d'implication qu'il a avec ce sujet-là, ou sa propre distance, sa propre indifférence. Pour ça, c'est à cause de ça. Qui voulait la bouffe, il ne s'intéressait pas à ça. Oui, il voulait manger, je me suis de tout le reste. Alors, il y a un dialogue assez beau sur la bouffe, ce que vous mangez, c'est Oui. Parce que quand il arrive, il est obligé de dire quelque chose, il était très bon sur l'improvisation avec ça. Mais maintenant, moi j'étais... Et c'est encore ça. Est-ce qu'un acteur professionnel, si tu le racontes tout, oui, bien sûr. Il peut reproduire ça avec la même intensité, avec la même côté de, je sais pas, d'organicité, c'est impossible, moi je pense que c'est impossible et je sais pas. Même les meilleurs acteurs, Robert De Niro, Al Pacino, des noms comme ça. Vas-y, fais ça. Dis à Al Pacino de faire ça. En sachant les scénarios, tous les trucs, tout. Je le dis, on va voir les résultats. On va comparer. Essayez, essayez. Oui. Moi, j'ai pas besoin d'essayer. Je sais déjà les résultats. Question, c'est des questions. Levez le bras.
C'est impossible, c'est zéro chance. Et zéro, c'est un mot très fort. On pourrait dire 0,1, mais zéro. N'hésitez pas, soyez pas timide. Profitez de la présence d'Albert. Déjà, merci pour vos films. Vraiment, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et franchement, merci, juste merci. Et je voulais faire une remarque. Vous avez dit que Jean-Pierre Louis il choisissait des cinéastes intellectuels. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas du tout un reproche, mais je trouve que c'est pas du tout intellectuel dans vos films. Dans le sens où c'est très organique, très sensoriel, limite charnel, surtout dans Liberté, ou dans La mort de Louis XIV. On voit vraiment le corps de Jean-Pierre Louis se décomposer, putrifier limite. Et même dans Pacifiction, où on voit, j'adore cette scène, c'est ma scène préférée, je pense, dans les vagues, où on sent vraiment l'eau, le danger. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Jean-Pierre Léaud le disait dans le sens de dire que c'est des gens qui se préoccupent pour la forme, qui sont vraiment des gens de langage cinéma, tu sais, que c'est que les réalisateurs qui sont fils du succès ou de tout ça, qui sont obsédés pour le langage cinéma, et, non, il disait dans ces sens-là. Mais c'est vrai, le côté organique, je sais pas. C'est ça, c'est mon obsession, et pour moi, je sais pas, c'est créer une espèce de vérité que tu peux te faire croire à n'importe quoi. En général, le cinéma est fait pour ça. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais je pense qu'on peut y arriver. Alors, c'est mon obsession. Si tu vas à une comédie musicale, de Minelli ou je sais pas, tu y crois. Ou si tu vas à un opéra, tu y crois. Et tu sais que c'est faux. Au théâtre, en général, non? L'idée du théâtre, c'est déjà une... Mais dans le cinéma, on était habitué à cette idée de l'organique quand même. Il y avait une espèce de... Mais aujourd'hui, il y a tellement d'images, de l'image de réalité, télé-réalité, tu sais, qui sont vraiment hyper réalistes. Mais là, je pense qu'on a réussi à avoir quelque chose qui est hyper réaliste, d'une certaine façon, avec lui, la façon qu'il joue, mais dans un contexte complètement de fantaisie. Et cette combinaison, c'est ce qui m'étonne à moi personnellement et que j'aime. Même, je dis modestement, comme personne qui regarde les rushs du film, les images, on est arrivé à vraiment à une espèce de, comme dire, de quadrature du cercle, non? De faire le cercle carré. C'est hyper réaliste et c'est fantasieux en même temps. Parce que dans un film de Minelli, la fantaisie est là, on y croit, on accepte le code. On accepte les codes. Là, les codes, c'est pas clair. Non. Il n'y a pas de code, en fait. Il n'y a pas de code accepté, au contraire. Tu penses que tu es dans la réalité ultra-organique et que c'est hyper, comment dire. Alors, mais en même temps, ici, tout le temps, comme j'avais dit beaucoup de choses et tout ça, tout le monde regardait cette scène et sourit, les gens rient, tout ça. Au cinéma, non. Quand on le voit pour la première fois, les gens, tu sais, il est là et ils prennent au sérieux. Et en même temps, il y a des choses qui sont un peu troublantes quand même. Ils sont un peu grotesques, un peu... Oui, tu dis, ça, non. Et il y a certains spectateurs peut-être qui sont en train de sourire. Mais ce n'était pas comme ici. Que les gens ont compris que là, il y avait quelque chose. Et moi, j'adore cette idée. Parce que moi, à Cannes, ils m'ont fait un entretien. Et qu'après, ils ont mis en Espagne. C'était un journal espagnol qu'ils ont pris dans les, comme dit, sur les titulaires. Non, ils l'ont titré. Oui, titré. C'est comme ça. Et je dis, et ça, c'est quelque chose qui est plus simple comme idée. J'ai fait du cinéma pour me moquer du monde. Et je pense que c'est un bon perspective. C'est, comme dire, c'est sain, c'est healthy, non? Oui, c'est sain. C'est sain. Tu sais, j'ai fait du cinéma pour me moquer du monde. C'est fini. Et tout ce qui arrive... Je trouve que ça réduit quand même ton cinéma. Oui, mais comme point de départ, moi je pense que c'est... Comme porte d'entrée. Oui, porte d'entrée, et même psychologiquement pour moi, et même pour les gens, comme j'avais dit, l'importance de ludique et de l'innocence, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter des choses intéressantes dans les cinémas contemporains. Mais là, même dans cette scène qu'on vient de voir, le plan de coupe avec Sergi Lopez et Louis Serra, qui dure un demi-seconde, mais moi j'adore. C'est-à-dire qu'en 5 secondes, on a l'ennui. L'ennui et l'attente. Tout qui est concentré là, un mouvement de tête. En plus, Louis Serra, je pourrais le voir pendant des heures. Il est incroyable. Il y avait une autre scène qu'on a rejetée. Il n'est pas très présent dans le film. Il n'est pas un peu.
Pas français, c'est difficile de l'intégrer. Oui. Oh, une autre question? Ouais. En sortant de Pacifiction, j'ai repensé à la même chose qu'après avoir découvert La mort de Louis XIV. Je pensais, alors ça fait un peu... voilà. Il y a une citation que je vais évidemment très mal dire de Simone Weil, la philosophe, qui disait en gros, vous me corrigerez si je dis mal, on détruit du mal en soi à chaque fois qu'on fait vraiment attention. Et c'est exactement l'impression que j'avais eue en voyant la mort de Louis XIV, parce que il me semblait que, alors comme c'est le roi, forcément, il y a une attention et de vous, cinéastes, et des personnes autour de lui, à chaque seconde de vie. On dit tout le temps, par exemple, les petits-enfants, je veux rien louper, je veux voir ses premiers pas, etc. Et on ne dit pas, je voudrais voir le dernier moment, le dernier... C'est comme si, enfin moi le film c'était, pourquoi on n'accorde pas autant d'attention à la personne qui est en train de partir qu'à la personne qui arrive. Enfin, j'étais vraiment très très ému par ça, et dans Pacifiction, moi en tout cas ce que j'ai ressenti avant le film, c'est que De Roller, en fait, comme il se met à faire vraiment attention aux gens, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Sa passion pour la danse, pour cette troupe de danse et tout, et comme il fait vraiment attention aux gens, et qui se décolonialise quelque part, il ne peut plus servir de courroie de transmission avec un pouvoir qui est là pour tout neutraliser. C'est pour ça qu'il est mis de côté en fait, c'est pour ça qu'il est plus connecté à sa hiérarchie. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc très généreux et une dimension politique au film qui m'a vachement... je sais qu'il n'y a pas vraiment de questions, enfin bon... Non, c'est intéressant, c'est possible. Tu sais, parce que dès qu'il y a cette approche, non, avec les autres, on dirait, les autres personnages ou les autres acteurs, cette ambiguïté qui est permanente dans tous les films, évidemment, c'est un geste politique, dans le sens qu'il n'y a rien à dire. Tu sais, lui-même, il n'a rien à faire que s'attacher à les gens qui sont à côté ou qui l'aiment, et en même temps, le film, il n'a rien à dire que montrer des images de fraternité. Et c'est fini. Moi, j'ai rien à dire. Si je disais ce que je pense en tant que citoyenne sur la Polynésie, sur la France, sur tout, c'est pas... D'abord, c'est pas très intéressant, probablement, et c'est pas... tu sais, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le film. Et encore, moi, je suis allé là. Mais évidemment, ce sont des victimes, tout le monde comprend. Ils ont fait des essais nucléaires, là, tu sais, ils n'ont pas fait au Marais, ils n'ont pas fait ici à la République, non, ils ont fait là. C'est évident ça. Tu sais, alors, évidemment, ce sont des victimes, mais ça, tout le monde sait ça sert à quoi de dire ça? Tout le monde le sait, même un petit enfant de 3 ans. Alors, moi, je suis arrivé là et j'essayais de chercher pour des raisons formelles, non, de créer les films. J'essayais de trouver les fautes, les défauts de ces gens-là. Ils sont un peu paresseux, ils reçoivent beaucoup d'argent, il y a les expats qui sont des gens horribles en général. Bon, tu sais, il y a pas mal de choses à critiquer. Des gens qui sont des indigènes et des autres. Alors, moi j'étais avec cette attitude, tu sais, un peu, de trouver des choses qui sont horribles, méchantes, ça, les paysages c'est pas si beau. Moi je suis allé en Grèce, en Italie, même si la Côte d'Azur ou la Côte Atlantique en France, c'est beaucoup plus beau que là. Faut pas y aller. Faut pas dépenser je sais pas combien d'argent pour aller là. Je peux vous assurer. Moi j'ai visité la Grèce, l'Italie, la côte méditerranéenne, c'est beaucoup plus beau. Ça ne sert absolument à rien de voyager là. Dans le sens, c'est beau, mais en même temps, c'est pas plus beau qu'ici, c'est-à-dire c'est un autre univers, c'est un autre monde, c'est pacifique, bon, très bien. Alors, mais c'était moi qui commençais à penser tout ça, et exagérer ça dans ma tête, comme j'ai fait maintenant. Exagérer tout ce qui était contre les clichés. Et d'une certaine façon involontaire, ça contaminait un peu les gens autour de moi. Parce que c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Et moi je le faisais comme un sport, c'était un peu méchant, mais comme dire, non, gratuite.
Mais ça contaminait. Alors, on évitait les clichés. Même les acteurs, même les situations, même les caméramans. On était dans une espèce de... Moi, je ne savais pas où on va arriver. Mais je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je le sais. Alors, et là, j'ai créé cette espèce d'ambiance un peu... C'était la période du confinement qui était une période particulière aussi. Oui. Qui en plus... Ça nous aidait. Mais parce que c'était une île de plus de fantaisie. Et moi, comme j'ai détesté le côté social, quand il y avait une image où il y avait le côté social, pas politique j'aime, parce que ça fait partie d'une abstraction, et c'est une espèce de métaphore du monde, etc. Mais le côté social, non. Tu sais, quand je sentais qu'il y avait quelque chose de social, out. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais tourné dans un marché, dans une rue. Les scènes où il y a du monde, c'est la scène de la vague. Après, la discothèque, mais tout le monde est très choisi. C'est comme des gens, des femmes, des prostituées, des servantes. C'est un peu des ébats. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour l'idée de créer une fantaisie. Quand tu dis... moi, je trouve que c'est un film... si tu as dit que c'est un film politique, mais moi, je trouve que c'est un grand film sur le politique, sur l'acte politique, qui a un acte de parole, qui a la course des événements. Un acte de parole vite. C'est-à-dire vite. Ah oui, Magimel, elle part et tu ne sais jamais s'il dit la vérité. Si tu écoutes Macron, c'est la même chose, ou n'importe quel. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour tu ne sais jamais. Non, vraiment. Parce que mon ami à moi, il me dit, Macron, il dit tout le monde dit qu'il est gay. Non? Et mon ami dit, pourquoi? Simplement parce que sa femme elle est un peu plus âgée, tout ça, il doit être gay. Et mon ami me dit, c'est plutôt cool ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de la professeure, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi il doit être gay? Pourquoi ça ne peut pas arriver? Et, tu sais, alors c'est ça. Tu dois aller dans un lieu et toujours avoir une attitude comme mon ami, aller contre les clichés, tu sais, et dire, et je vais là et je déteste les paysages. Je me force à détester les paysages. Je me force à beaucoup de choses qui seront, tu sais, des pensées qui sont des victimes. Victimes à quoi? Si tu n'as pas l'énergie nucléaire, où serait où la France? Comme l'Allemagne. Tu sais? Écoute, alors, tu peux penser toutes les choses. Tu peux penser quelque chose et le contraire. Et je pense que pour les images, ça c'est bon. Avoir cette élasticité de toute pensée et de rien dire à les images. Mais de tout, avoir une attitude que tu es à côté, dire le nucléaire, vous n'aimez pas le nucléaire? Ça c'est la clé que la France maintenant ça tient encore. L'Allemagne, écoute, ça coûte cher. Par exemple, même à la France ça coûte cher, imagine l'énergie en Allemagne maintenant. Oui, mais par exemple, ils sont riches, mais si c'était pas riche, si on prend le personnage de Shanna par exemple, moi je trouve que c'est intéressant d'en faire avant tout. Enfin, on y arrive. Non, mais parce que c'est un personnage, je trouve, assez incroyable, mais incroyable parce que c'est un personnage déjà traditionnel. Moi, c'est ces hommes qu'on éduquait en femmes et tout ça à Tahiti. Moi, je ne savais pas, j'ai découvert là. Mais oui, mais quelque part, c'est un personnage avant tout, et sa sexualité ou sa transsexualité, ou peu importe ce qu'elle est, passe au second plan. Et si tu en fais un non-sujet, et en ça, moi je trouve que, à travers la période qu'on traverse, c'est que ton film est politique. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en faisant avant tout un personnage de cinéma et un personnage de film, et non pas une question, une problématique ou des questions qu'on se poserait. Là, tu vois, mais j'ai toujours travaillé comme ça. Oui, pas seulement avec ces sujets-là, avec tous les sujets. Mais avec tous tes sujets. Mais c'est en ça que je trouve que ton cinéma, dans notre époque, est un cinéma politique. En proposant des images qui sont délestées de tout ça. Parce qu'ils sont fidèles à la nature des images, que c'est l'ambiguïté. Oui. Moi, si j'ai fait un plan de ton visage, moi, même si je veux dire quelque chose, si je sais, s'il y a un scénario, si de ta bouche va sortir quelques phrases, moi, je ne peux jamais savoir ce que tu penses. D'abord, parce que tu as le personnage, il y a aussi l'acteur.
et c'est confondu, et aussi la personne. Alors, savoir qu'est-ce que tu penses à ce moment-là, c'est impossible. Alors, je pense que ça, c'est le potentiel du cinéma. Ça, c'est impossible de recréer en littérature. Tu devrais faire en littérature tellement expérimentale et tellement tu sais, qu'en temps réel, tu comprends toute cette ambiguïté et cette impuissance aussi de pénétrer ton cerveau, même si tu regardes ton visage, et tu vois ton visage et tout le monde pourrait être complètement, tu sais, qui comprenne la personne, évidemment. Et c'est l'image en mouvement, c'est-à-dire que ça disparaît. Alors tu penses que tu simplifies ton impression, parce que comme il a déjà disparu, tu simplifies, tu dis, ah, le personnage a pensé ça, parce que tu t'orientes un peu avec les dialogues, avec ce qui se passe, avec l'action, etc. Mais en fait, si, comme dans mes films et tout ça, tu prends un peu de temps et tu gardes un peu plus le temps, les plans, là, il y a une hésitation, parce que tout ce qu'il dit, la dramaturgie du film va dans une direction, mais après, il y a un mystère. Oui. Parce que les plans durent un peu trop et ça te pose dans l'hésitation. Et ça, c'est troublant. Et c'est que le cinéma qui peut faire ça. Tu as foi en le cinéma au début de la conversation. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un potentiel encore plus fort. Mais pour moi, ça j'appelle ça une sorte de. J'espère que les films, ça sera beaucoup plus intéressant que mes propres opinions comme citoyen. Allez, dernière question si on a encore. Ouais, on va passer à la dédicace. Dernière. Non, mais en tout cas, merci pour avoir venu ici. Alors, je t'ai fait choisir quelques films qu'on a mis sur la table. Je laisserai les gens les découvrir. Il faut dire que je l'ai fait de façon très improvisée. C'était très improvisé, mais c'était. C'était bien, ils sont des films géniaux tous. Voilà. Donc voilà, mais un grand merci à toi, Albert, d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Faire la dédicace ici, vous pouvez aller acheter les DVD vers la caisse et on la fera juste ici vers l'écran là. Donc,